Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 19 mars 2024 et c'est l'épisode 358. On n'est pas encore rationné sur la donnée à hauteur de 3 gigas par semaine, donc on en profite. Je parle assez régulièrement de la série For All Mankind, une série dystopique qui relate ce qu'aurait pu être la conquête spatiale si elle s'était jamais arrêtée et que les Russes, s'ils avaient été les premiers à marcher sur la Lune. On y suit plusieurs décennies de conquête spatiale et il y a dans cette histoire un point de bascule, le fait que l'humanité exploite de l'hélium-3 en réserve sur la Lune. Alors moi, quand je regardais la série, je pensais que c'était un truc un peu fictif. Et ben voilà, la réalité rejoint la fiction parce que c'est pas du tout fictif et c'est sourcé. On va en parler, notamment on va parler de la future possibilité peut-être d'exploiter de l'hélium-3 sur la Lune. Tout cela va nous amener à aborder plein de sujets autour de la conquête spatiale concoctée et sélectionnée par Guillaume Poggiaspala. Et puis, la science-fiction s'invite aussi dans la réalité avec la robotique et surtout avec la robotique propulsée à l'IA, évidemment. Vous allez voir, c'est l'actualité marquante qu'il ne fallait pas rater et que nous a donc sélectionné Guillaume Poggiaspala. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, mais qui a un petit peu mal à la côte, mais ça va quand même mieux. Et je retrouve donc le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Vous inquiétez pas, on va pas vous faire l'affront de commenter les allégations de Oui. Najat Vallaud-Belkacem, je veux dire. C'est gratuit pour l'intro, ça. Oui, voilà, parce que ça fait quand on a un tel tissu de conneries de A à Z, je crois que c'est pas la peine de perdre du temps. On va pas se rabaisser à commenter ça. Ça serait vraiment une perte de temps, je crois, tout simplement. Je dois quand même juste dire que je n'ai pas souvenir d'un effondrement aussi énorme d'une crédibilité politique Mais bon. Ah ouais. bah oui, il a fait la démonstration d'une incompétence abyssale. Waouh, c'est... Elle aurait peut-être mieux fait de se taire. Bon, écoute, on va mettre ça de côté, on va pas l'embêter plus que ça. Donc oui, côte cassée me concernant. Merci évidemment à toi et Cassim d'avoir repris la main en bonne et due forme. Alors ça m'a permis de me reposer, ça a permis peut-être aux auditeurs aussi de se rendre compte que je suis vraiment pas si utile que ça, peu importe. J'ai eu des messages d'auditeurs qui m'ont envoyé des petites pensées. Donc évidemment, merci beaucoup à vous. C'est un peu la magie du podcast que d'avoir cette proximité avec vous. Donc vraiment merci beaucoup. Pour la petite anecdote, tu n'as pas raconté des bêtises, Guillaume. Alors si, non, je ne me suis pas affronté comme ça. Mais bon, en tout cas, je suis tombé d'un escabeau et sur l'escabeau, d'une hauteur d'à peu près 1m40, sur le flanc. Et donc, bobo. Et alors, pourquoi j'en parle, Guillaume ? C'est pas pour me faire plaindre, quoique, après tout, si je peux me faire plaindre, tant mieux. Mais, allez, ça va être ma petite minute mail à Tim Cook qui m'a sauvé la vie. Non, très sérieusement, j'étais bluffé de voir qu'à terre, alors j'étais avec mon beau-frère, j'étais pas tout seul, vraiment côte cassée, pas bien, la montre avait tout détecté et était en train d'appeler les urgences. Alors, je l'aurais pas arrêté, elle aurait appelé les urgences. Et en fait, voilà, je suis pas en train de dire que l'Apple Watch est extraordinairement plus supérieur que d'autres produits. Je pense juste qu'aujourd'hui, il y a des super produits. Elle aurait juste pu te sauver la vie, voilà, c'est tout. Elle aurait juste pu me sauver la vie. Bon, enfin, je pense que j'en étais pas là. Mais non, je trouvais juste chouette à ce moment-là de me rendre compte que, de manière générale, la technologie, c'est aussi ça. Et je pense qu'on commence à s'habituer maintenant avec les produits tech à avoir ça et on le remarque plus forcément. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, des risques de la robotique, de la désinformation, mais les petits trucs qui font que c'est cool quand même d'avoir ce type de produit, je pense notamment à toutes les personnes âgées qui sont en situation de dépendance ou de seules. Et franchement, regardez, je ne parle pas des Apple Watch, regardez ce qui existe parce que c'est des outils qui deviennent extrêmement performants et qui, en cas de chute, en cas d'accident, arrivent à être présentes et à nous accompagner, nous, êtres humains que nous sommes. Bon voilà, c'était mon petit clin d'œil en tout cas. D'ailleurs, c'était rigolo parce que moi, j'arrivais pas à le désactiver. J'étais vraiment trop mal. J'ai décroché ma montre et je l'ai filée à mon beau-frère, mais qui a pas réussi à la désactiver tout seul parce il s'était écrit trop petit pour lui. Bref, allez, je mets tout ça de côté et je vais faire un petit saut du côté de Patreon. Alors, pas de chance pour nous, Guillaume, cette semaine. On n'a pas de nouveau soutien sur Patreon. Donc, ça veut dire qu'on peut compter sur le noyau dur des personnes qui ont accepté déjà par le passé de nous soutenir. Vous êtes nombreux à vous être inscrits par le passé et à avoir fait le choix de soutenir Tech Café, qui se veut être un podcast indépendant et qui vous apporte une information, on l'espère, de qualité, en tout cas sourcée, avec un format agréable et pratique à écouter au quotidien. Ça représente quelques euros par mois. En fait, vous allez voir, c'est comptabilisé par semaine, mais vous pouvez faire la projection
par mois. Et puis, vous pouvez choisir notamment le montant en plafonnant vos contributions. Cette participation, elle est de toute façon sans engagement et elle vous permet de bénéficier de votre propre flux du podcast pour vous abonner à Tech Café dans votre app favorite et écouter les épisodes sans la pub. Et puis, c'est nouveau, je suis super fier de vous annoncer la disponibilité, ça avait été demandé, de Tech Café Plus. Alors, c'est quoi cette nouvelle bizarrerie Tech Café Plus ? Non, en fait, il fallait trouver un nom pour l'abonnement payant dans Apple Podcasts. Donc, si jamais vous voulez vous abonner à Tech Café pour profiter des épisodes sans la pub, et on va pas se mentir, nous soutenir, vous pouvez le faire aussi dans Apple Podcasts. Alors, je sais qu'il y en a déjà qui ont posé la question, je vous donne tout de suite la réponse, c'est moins intéressant que Patreon. Donc, si vraiment vous êtes un aficionado de la pomme et que vous n'acceptez de contribuer pour les podcasts qu'à travers Apple Podcasts, ben voilà, vous avez désormais une solution et je sais qu'il y en a et vous êtes évidemment les bienvenus. Pour les autres, évidemment, continuez à nous soutenir sur Patreon, c'est évidemment beaucoup plus intéressant pour nous. Et puis, un petit commentaire sur, là aussi, Apple Podcast de Fred DeWitt. Jamais trop élitiste, jamais trop fanboy, une bonne dose d'humour et de convivialité. Ce podcast est un vrai concentré de bonne humeur et de tech très détaillé, ludique, pédagogique et indispensable. Merci infiniment. C'est pas toujours les retours qu'on a, même si on a plein d'avis positifs. En tout cas, merci beaucoup à toi de souligner cette perception-là que tu as du podcast. Ça fait très plaisir. Commentez aussi sur techcafé.fr et rendez-vous pour discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, où on parle de tech, mais évidemment, on ne parle pas que de tech. Et puis, Guillaume, il y a un sujet récurrent là qui occupe un petit peu les esprits. Et non, je ne vais pas parler de la quantité de données Internet de Najat Vallaud-Belkacem, parce que vraiment, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Mais tu avais quand même un petit retour sur la notion de 5G, qui est une notion qu'on continue à aborder. On l'a abordé déjà durant les épisodes, et sur notamment la portée écologique, quelque part, de l'évolution du réseau. Bah oui, en fait, c'est un commentaire de Xahag, donc sur Discord, qui revient sur l'étude de l'ARCEP dont je parlais la semaine dernière, alors déjà dans les retours d'auditeurs à l'époque, et qui mentionne l'effet rebond de la 5G, donc l'effet rebond qui va pousser à consommer encore plus, et ce qui va neutraliser les progrès en efficacité énergétique dont on parlait. Alors pour être honnête, je sais pas en vrai, parce que l'effet rebond, ok, l'effet rebond existe dans de multiples cas, ça a été démontré, il n'y a pas de problème, je le conteste pas. Néanmoins, la 5G est là depuis un petit moment, et pour l'instant, il me semble pas que nos habitudes, en tout cas, tellement changé. En tout cas, il me semble pas qu'il y ait d'explosion. Si on se base sur le dernier rapport de l'ARCEP, justement, sur la consommation, voilà, c'est un gros rapport, il y a plein de choses, mais en particulier, il y a aussi la consommation moyenne mensuelle sur le réseau mobile en 2023. Ça a tourné autour de 14,8 gigaoctets en fin d'année, et c'est à peu près 17% de plus que l'année précédente. Donc il y a une progression, c'est vrai, mais disons que l'étude sur l'efficacité énergétique qu'on relayait la semaine dernière, elle tablait déjà sur une croissance régulière de 30% par an. Donc en fait, selon on regarde, on a des sons de cloche un peu différents. Alors le GSMA aussi estime que le trafic va tripler entre 2023 et 2028. Donc ça fait un triplement sur 5 ans, ça fait effectivement un peu moins de 30% par an. Et c'est possible, mais le GSMA, ils ont plutôt intérêt à ce que ça augmente, Et en France, en tout cas, il semble qu'on ne soit pas à 30% par an. En réalité, ça n'a pas l'air d'être ça. Et puis parfois, la réalité n'est pas forcément au rendez-vous des prévisions. On se souvient qu'en 2019, Ericsson tablait sur une consommation mobile de 200 gigaoctets par mois en 2025 pour à peu près 20% de la population. Et je crois qu'on en est loin en réalité, puisque en moyenne, on est à 14 gigas. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui consomment 200 gigaoctets de 5G par mois. Donc, honnêtement, je ne sais pas si ça va rester comme ça, évidemment, je ne sais pas si on aura une croissance qui va exploser et qui du coup explosera les prévisions aussi de l'ARCEP ou pas, alors c'est possible. Pour l'instant, ça n'a pas encore l'air d'être le cas, en tout cas en France, j'ai l'impression. Et c'est une bonne nouvelle, et comme elles sont rares les bonnes nouvelles, moi je m'y accroche. Oui, on va capitaliser dessus et regardez, on les met même en début de podcast pour que vous en preniez connaissance. J'ai pas l'impression effectivement qu'il y ait eu une explosion déjà des abonnements à 5G. Alors pour le coup, j'ai pas de chiffres, c'est vraiment du doigt mouillé, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un taux de conversion énorme de 4G envers de la 5G sur les abonnements. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un boom de souscription de 5G. Et alors surtout, encore une fois, tout ça c'est les abonnements, mais quid des usages et effectivement, il n'y a pas l'air pour l'instant d'y avoir un rebond. Peut-être que ça peut arriver d'un coup, allez savoir. Il y a aussi un autre retour que tu voulais aborder, Guillaume, et en plus, le pseudo est toujours aussi mignon, c'est Pommepoire. Pommepoire 57 qui nous indique à juste titre que Chrome OS aussi est une alternative à Windows, en rapport au dernier sujet du supplément de la semaine dernière. Et oui, c'est tout à fait vrai, mais Chrome OS, c'est un Linux aussi, à la base. Ouais. C'est un petit peu comme Android, en fait, c'est un Linux, une base Linux, mais qui est lourdement customisée.
il a quand même un noyau Linux. D'ailleurs, ça a démarré comme un fork de Gentoo. Donc, quelque part, voilà, si on parlait de la dualité Linux-Windows, Chrome OS, il est un petit peu dans la case Linux, tout simplement. C'est une belle incarnation. Merci Guillaume pour cette revue des interactions avec les auditeurs, assurée d'une main de maître et sans autre forme de procès. On aborde donc nos news spatiales. Vous le savez, ça arrive de temps en temps grâce à la passion pour le sujet de Guillaume et puis son regard acéré sur la conquête spatiale. Moi, j'avoue à chaque fois, Guillaume, que c'est vraiment un sujet sur lequel je me laisse porter, sans mauvais jeu de mots, par toi, parce que c'est pas un sujet c'est un sujet qui m'intéresse, que je peux trouver chouette, mais sur lequel j'ai pas autant de suivi que toi. Et toi, tu étais au taquet, j'imagine que tu étais présent derrière ton ordinateur en live pour la diffusion du nouvel essai de Starship, le gros morceau, la grosse fusée de SpaceX, parce que on avait déjà relayé les précédents décollages. Il y avait eu à chaque fois la conclusion qui était, ça a explosé, mais c'était bien quand même, et il y a des bons enseignements. J'ai l'impression que Guillaume, encore une fois, là, l'enseignement, c'est ça a explosé plus tard que les précédentes fois, et c'est chouette quand même. Exactement, décoller un petit peu pour l'espace comme le Starship qui a décollé, qui a explosé, mais qui est quand même un très beau succès. Alors il a volé pour de vrai cette fois, il a coché tellement de cases du cahier des charges qu'on peut parler de réussite, même si au final, autant le premier étage que le vaisseau lui-même se sont désintégrés. Donc c'était le 3e test de Starship, le futur lanceur lourd, et son vaisseau de SpaceX, tous deux réutilisables à terme. Donc Starship, c'est une fusée de 121 mètres de haut, c'est vraiment énorme, cette itération-là a décollé jeudi dernier à 13h25, heure locale évidemment à Starbase, au Texas. Donc le décollage s'est bien passé. Donc déjà tous les 33 moteurs ont bien répondu, la fusée s'est virtuellement satellisée, c'est-à-dire qu'elle a atteint la vitesse de satellisation. Elle est à la limite de l'espace, c'est vers 100 km d'altitude, ce qui fait que, en fait, si ça avait été une fusée standard, c'est-à-dire une fusée à papa non réutilisable, où on perd tout sauf le chargement, finalement, elle aurait pu vraisemblablement accomplir sa mission, satelliser des trucs en orbite basse, et voilà, quoi, finalement, c'est déjà pas mal. La séparation entre les 2 étages s'est encore fait une fois en hot staging, encore une fois, donc c'est-à-dire que les moteurs du 2e étage s'allument directement sur le premier, et que le 2e étage s'appuie en quelque sorte sur la poussée du premier, ce qui est plus périlleux mais aussi plus efficace. Et ça s'est bien passé, à tel point qu'on peut considérer que la technique est maîtrisée, quoi. Après la séparation, le premier étage a effectué une manœuvre pour se remettre d'aplomb, à la verticale, parce que comme ça, il atterrit comme ça à la verticale, donc il est censé être réutilisable, donc il est censé atterrir comme ça, tout droit, et là encore, le véhicule s'est bien orienté, malheureusement, tous les moteurs ne se sont pas remis en route, et donc il a explosé à 500 mètres au-dessus du golfe du Mexique. C'est dommage, mais SpaceX maîtrise bien ces manœuvres d'atterrissage de leurs lanceurs, Ils font ça sur les Falcon 9, ils font ça tout le temps, ils en sont à 275 atterrissages réussis de ce type sur les Falcon. Donc, c'est pas un souci vraiment sérieux, et c'est probable que dès le prochain vol, le premier étage de Starship fasse un sans faute. On peut considérer que finalement, cette partie de la fusée, là, le premier étage, il est déjà quasi opérationnel. Et c'est un grand pas de franchi. Alors, en ce qui concerne le vaisseau, encore une fois, il aurait très bien pu aller en orbite, comme une navette spatiale, si ça avait été le but. Mais le but, c'est aussi quand même de récupérer l'ensemble. Et donc, il y a encore du travail. Le vaisseau a diffusé en live des images vraiment incroyables de sa réentrée dans l'atmosphère, quand il est revenu. C'est des images qui sont même inédites, je pense. Parce qu'il faut imaginer le fuselage d'un vaisseau spatial à 100 km d'altitude qui se frotte aux premières couches de l'atmosphère à 27 000 km/h. Donc le frottement de l'air, évidemment, à cette vitesse-là, tout autour, devient si intense que ça chauffe à 2500 degrés. Du coup, ça devient un plasma qui s'illumine d'un rouge pâle. Et on a pu le voir, je pense, pour la première fois en vidéo live grâce à une retransmission via les satellites Starlink. Et même ça, c'est impressionnant. Parce que non seulement les conditions extrêmes facilitent pas la capture vidéo, et on a eu une longue séquence malgré le plasma brûlant. En plus, Starlink permet une communication entre le sol et l'espace, et même entre l'espace et l'espace, avec une bande passante qui est bien supérieure à ce qu'on avait avant. Donc le Starship J'imagine qu'en plus, c'est pas une GoPro qui diffuse le truc. Non, j'en sais rien. Je sais pas, on va savoir. On ne sait pas exactement ce qui a été utilisé, mais c'est vrai que c'est fou de voir, le flux a été envoyé sur les Starlink, qui a été ensuite relayé sur Terre comme ça, par Internet. C'est ça qui est marrant, c'est que en fait, ça a juste été envoyé par Internet, mais c'est juste de l'espace. C'est assez fou, et le Starship, ensuite, il est donc revenu dans l'atmosphère, effectivement, et puis là, ça s'est bien passé jusque vers 65 km d'altitude, et ensuite blackout. Donc le vaisseau, apparemment, s'est désintégré au-dessus de l'océan Indien, et c'est quand même très largement le plus loin qu'il soit jamais allé. Alors, les portes de la baie de stockage... Il a fait un tour, c'est ça, de la Terre, si non, je dis pas de bêtises, il est parti du Texas, il est allé jusque vers l'océan Indien. Donc il n'a pas du tout fait le tour. Mais c'est pas mal. Il a quand même fait la moitié de la Terre. C'est déjà il en a fait plus que moi, en tout cas. Voilà, il est allé vraiment loin, beaucoup plus loin qu'avant, quoi.
évidemment, et les portes de la baie de stockage ont aussi été essayées dans l'espace, donc le vaisseau est capable, en principe, d'assurer d'ores et déjà des missions de fret. Et ça ouvre la porte au fameux ravitaillement en carburant en orbite aussi, un peu plus tard, c'est une condition nécessaire pour la mission Artemis. Donc SpaceX doit encore maîtriser le retour du vaisseau, ça c'est pas aussi simple. C'est un domaine nouveau par rapport à la récupération du premier étage, tu sais, qui est vraiment la routine pour SpaceX. Là, pour l'instant, bon, l'épreuve du plasma, elle n'est pas passée. C'est une étape qui pourrait durer un peu plus longtemps et prendre quelques essais supplémentaires. Mais bon, pas de problème, la prochaine fusée est déjà en train de tester ses boosters. Là, en ce moment même, SpaceX souhaite faire pas loin d'un vol par mois cette année. Donc Starship, il est en bonne voie vraiment pour être pleinement opérationnel en 2025. Et du coup, la NASA est très contente. Bravo, félicitations à SpaceX. N'empêche, c'est une sacrée prouesse technologique, c'est clair. Et c'est enthousiasmant malgré tout d'arriver à voir de telles prouesses. Et puis ce qui est tout aussi enthousiasmant, c'est de se dire qu'à ce rythme-là, on va voir se succéder des essais, alors notamment peut-être toute cette année 2024, où on va voir à chaque fois la limite un peu repoussée. On en parlera inévitablement. Et puis SpaceX, c'est pas les seuls, hein, Guillaume, à envoyer des trucs dans l'espace. Non, il y a une véritable course à l'espace, et d'ailleurs, qu'on aime Musk ou pas, c'est hors de propos, il est indéniable que SpaceX fait partie des boîtes qui ont complètement changé le visage de l'espace, le paysage, si tu veux, du marché de l'espace, avec leurs fusées qui sont pas chères et qui sont réutilisables. C'est encore aujourd'hui fascinant de voir un booster Falcon 9 se poser comme ça tout en douceur sur une barge tout seul, c'est impressionnant. Starlink n'aurait jamais été pensable avec des lanceurs à la papa qu'on jette à chaque fois, c'est complètement incroyable. Et avec Starship, ils vont révolutionner, si j'ose dire, l'accès à l'espace. Parce qu'il faut bien se rendre compte à quel point cette fusée va être, soyez optimiste, elle va être transformative. Parce qu'aujourd'hui, là tout de suite, Starship, qui n'est pas encore fini, il vient de démontrer qu'il pouvait être utilisé comme un lanceur traditionnel, c'est-à-dire qu'on le sacrifie à chaque fois. Et même en l'état, c'est déjà un lanceur assez dingue, parce que SpaceX les construit à la chaîne, pour dans les 100 millions de dollars chaque. Et 100 millions de dollars, c'est pas cher du tout pour une fusée qui envoie dans les 100 à 150 tonnes en orbite basse. Et quand ils seront pleinement opérationnels et qu'on pourra réutiliser l'ensemble des dizaines de fois, comme on le fait pour les Falcon 9, le prix par lancé pourrait baisser jusqu'à 30 millions de dollars. 30 millions de dollars pour, même si on considère que c'est que 100 tonnes de cargaison, mais c'est dérisoire. Il faut se rendre compte, c'est 330 € le kilo en orbite. Un particulier pourrait créer dans son garage un petit satellite de 10 kilos et le mettre en orbite avec ses économies pour genre 3000 balles. C'est délirant. Ouais. Et plus encore, si on le met en regard du prix des fusées traditionnelles, c'est complètement fou. Les fusées traditionnelles, qui se font encore à l'heure actuelle et qui se lancent tous les jours, qui se lancent régulièrement, comme par exemple le SLS. Alors si on le met en parallèle du SLS, qui est la dernière fusée lourde de la NASA, alors c'est même un mauvais exemple le SLS parce que c'est un projet qui est super inefficace, qui surexplose tous ses budgets d'année en année, mais bon, bref, il existe quand même. Il n'empêche, le SLS, c'est 95 tonnes en orbite pour 2,2 milliards par lancement. Ah oui, ah la vache. Alors, c'est un mauvais exemple parce que voilà, on peut faire très très largement mieux en optant pour des petites fusées. D'ailleurs, il y a les petites fusées Vega de l'ESA qui coûtent peu cher, qui coûtent dans les 37 millions par lancé. Mais c'est une petite fusée, Vega. C'est une petite fusée qui emporte 1,5 tonne avec elle. Donc, soit théoriquement 100 fois moins que Starship, qui peut envoyer jusqu'à 150 tonnes en orbite basse. Ah, c'est sûr que... Donc, par rapport à la NASA, c'est 100 fois moins cher. Par rapport à Vega, c'est 100 fois plus lourd. D'où qu'on regarde, c'est un progrès historique dans l'histoire spatiale, quand ça sera opérationnel. Parce que ça ouvre la voie à des projets nettement plus ambitieux et à une conquête spatiale qui est carrément relancée. Et les succès américains inspirent évidemment les autres pays et leurs boîtes locales à lancer eux aussi, avec plus ou moins de bonheur, des fusées. Alors SpaceX n'était pas le seul à exploser des fusées d'ailleurs cette semaine, puisque les Japonais ont perdu leur fusée Kairos 5S après le lancement, et les Chinois auraient perdu le deuxième étage de leur fusée Longue Marche. Un peu partout dans le monde, on a des nouvelles fusées, petites et grandes, qui tentent de se faire une place sur le marché. Alors c'est le cas des Japonais donc de Space One, qui ont perdu donc cette petite Kairos. C'est le cas des Américains de Stoke et de leur fusée Nova, qui fait 30 mètres, de Phantom Space, et de leur futur Daytona, et outre SpaceX et Blue Origin, il y a plein de boîtes privées comme ça qui se lancent, si j'ose dire. Et bon, du côté des États, c'est pareil, c'est une question stratégique. Les Chinois ont leur lanceur Longue Marche, et les Indiens aussi veulent leur lanceur lourd. Et ils ont un projet dont le petit nom est Surya, qui serait capable d'amener des Indiens sur la Lune, carrément, et d'acheminer de quoi construire une station spatiale. Alors Surya serait aussi une fusée réutilisable, et pourrait emmener 10 tonnes en orbite géostationnaire. Alors l'orbite géostationnaire, c'est beaucoup plus loin que l'orbite basse. L'orbite basse, c'est dans les 300 km, c'est à partir de 300 km. Le géostationnaire, c'est 35 000 km, donc c'est beaucoup plus loin. Donc Surya,
Soria, c'est ambitieux, d'ailleurs, c'est assez ambitieux, et c'est pour dans 10 ans, si tout va bien. Et bon, il y a aussi les Russes, d'ailleurs, qui sont un peu touchés un mot des Russes. Les Russes aussi, évidemment, ils continuent à essayer d'avoir un secteur spatial, mais c'est compliqué parce que les Russes étaient des acteurs prépondérants dans l'espace avant la guerre. Mais maintenant, c'est très compliqué. Le carnet de commandes, il est vide, hein, et les fusées sont en quasi-chômage technique. Donc le secteur pâtit énormément de la situation économique et internationale, hein, forcément. Et donc, dans ces conditions, c'est difficile de mettre beaucoup de moyens à créer des nouveaux lanceurs. Donc ils ont un projet de fusée qui s'appelle Angara, et qui a d'ailleurs commencé en 92. Et le premier vol de test a eu lieu il y a déjà une dizaine d'années de ça. Hein. Donc là, il y a le lancement d'une Angara A5 qui est prévu pour le mois prochain, qui est une fusée moyenne grosse. Hein. C'est un lanceur qui est relativement lourd, qui placerait 25 tonnes en orbite basse, et qui est censé succéder donc à la fusée Proton. Et la fusée Proton, c'est un lanceur qui a été pas mal utilisé donc, par un petit peu tout le monde. Hein. Sur contrat, c'est un lanceur qui a été rentable pour l'industrie spatiale russe, mais avant la guerre. Donc le A5, ce sera un petit peu plus cher que le Proton, ce sera dans les 100 millions, et le problème, c'est qu'il n'y a pas de client, quoi. Mis à part le gouvernement russe lui-même, on ne sait pas trop qui va y faire appel. Cela dit, elle pourrait quand même être utilisée évidemment par les Russes, pour placer des satellites officiels, des satellites militaires, des satellites espions, on ne sait pas, voilà, évidemment. Hein. Et même peut-être des modules pour une station russe quand elle sera prête. Hein. Section poil à gratter, Guillaume, finalement, pour regarder le côté obscur de l'enthousiasme de cette conquête spatiale. Est-ce que du coup, on peut craindre le fait que ce soit une manière privilégiée d'accentuer la pollution lumineuse, la pollution de l'espace, qui a déjà été relayée, hein. Je pense que là, on va être dans une accélération du sujet. Ah oui, on est carrément dans une accélération. Hein. Et d'ailleurs, il y a des constellations, il y en a déjà, donc il y a ça, Starlink. On sait bien sûr qu'il y a celle de Blue Origin, mais il y en aura encore d'autres, et ça c'est celle qu'on connaît. Parce que aussi les constellations qu'on ne connaît pas, parce que c'est des constellations militaires. Et il y en a une d'ailleurs dont on vient d'avoir vent, c'est, parce qu'évidemment les Russes ne sont pas les seuls à vouloir espionner depuis l'espace, hein, évidemment. On vient d'avoir vent via le Wall Street Journal d'un projet gouvernemental américain qui s'appellerait le Starshield, et qui serait pris en charge par SpaceX pour 1,8 milliard de dollars. Et Starshield, ce serait une constellation de centaines de satellites espions qui observeraient la planète entière. En détail et en direct. Voilà. C'est le Starlink de l'espionnage, quoi. C'est le Starlink du renseignement, on dit. Du renseignement. Les communications s'effectuent du coup via Starlink. Starlink, on a commencé à le voir avec la guerre en Ukraine, hein, ça peut aussi devenir un atout militaire très significatif. Et en automne dernier, la Space Force a signé un contrat avec SpaceX pour un usage militaire, donc sans doute encore plus sécurisé de la constellation, donc de Starlink. Et le nom Starshield a été découvert par ailleurs par Reuters. Donc le client de SpaceX serait précisément le National Reconnaissance Office, donc le NRO, dont la spécialité c'est le satellite espion, tout simplement. Donc le NRO n'a pas commenté l'histoire directement, mais il a confirmé qu'il était en train de développer, je cite, le système spatial de renseignement, de surveillance et de reconnaissance le plus performant, le plus diversifié, le plus résistant que le monde ait jamais connu. Oui. Voilà. On ne connaît bien entendu aucun détail technique, donc on ne sait pas du tout quelle résolution auraient les images, quel spectre serait utilisé, quel zoom ils auraient. Bon, est-ce qu'on pourrait même imaginer avoir de la vidéo temps réel ? Parce que ça devient envisageable. Parce que voilà, si vous avez vu un panache de plasma en live sur le Starship, pourquoi ne pas envisager un flux vidéo venant d'un satellite espion ? Avec quelques concessions sur la bande passante, ça pourrait être possible. Donc à quel point les Américains vont avoir bientôt pour de vrai un truc qu'on voit depuis des décennies dans les films d'espionnage. Oui. J'aimerais bien le savoir, et d'ailleurs je suis pas le seul, je pense, à avoir envie de le savoir. Je ne sais pas si tu peux faire référence là-dedans à Ennemi d'État. J'avais adoré, moi, ce film avec Will Smith. Oui, justement, où on faisait des zooms complètement improbables. Ouais. C'était effectivement de l'espace. Techniquement improbable pour l'époque, peut-être à l'avenir. C'est vrai que c'est fou, mais plus rien n'a l'air impossible. Hein, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Très curieux de savoir s'il a bien vécu ou mal vécu ce film. À voir ou à revoir. On continue, Guillaume. Effectivement, je le disais en intro, tu commences à nous faire entreapercevoir une source d'énergie potentielle qu'on pourrait miner sur la Lune. Oui, alors voilà, vous l'avez compris, cette semaine, la réalité s'est décidée à se rapprocher encore un peu plus de la science-fiction. C'est ça, ouais. Quand même. Hein. À tous les niveaux, hein. Restez jusqu'à la fin de l'épisode, vous allez voir. Et remarquez bien, avec les nouvelles à l'appel sur l'IA, c'est un petit peu comme d'habitude, parce que c'est vrai qu'on commence à être habitué à ça, mais là, puisqu'on est dans la SF, allons-y carrément, puisqu'on va parler d'Interlune, qui sonne un petit peu comme une préquelle à The Expanse, puisque le but, c'est sérieusement de récolter de l'hélium-3 sur la Lune et de le ramener sur Terre pour le vendre. L'hélium-3, c'est un isotope de l'hélium, hein, comme son nom l'indique, hein.
C'est-à-dire en gros qu'il n'a pas le même nombre, enfin c'est pas en gros, ça veut dire qu'il n'a pas le même nombre de protons que l'hélium standard, quoi, normal. En l'occurrence, il lui en manque un. Alors chimiquement, ça change pas grand-chose, mais au niveau de la physique nucléaire, ça change tout. L'hélium 3, si on fait de la fusion avec, ne produit pas de déchets radioactifs. Enfin, il produit juste de l'hélium 4 et de l'hydrogène. L'hélium 3, il est utilisé par ailleurs pour ses propriétés physiques, alors en imagerie médicale par exemple, un peu. Bon, après, c'est pas trop ma spécialité, mais bon, voilà. Disons qu'on en parle souvent pour son potentiel dans la fusion nucléaire. Je pense que c'est pour ça qu'on en parle le plus. On en parle un peu comme une sorte de carburant du futur, entre guillemets. Vraiment du futur, parce qu'on parle de fusion. Alors voilà, vous comprenez bien qu'on est du coup dans une prospective assez débridée, là, hein, on se fait plaisir. Donc il faut tout prendre avec beaucoup de pincettes. La fusion, c'est pas encore au point 1. Ça fait un sacré moment qu'on fait des recherches dessus, c'est vraiment très très difficile. Alors, il y a eu des progrès dernièrement, il y a eu une stabilisation du bordel grâce au machine learning, on en avait parlé, il y a une utilisation aussi de nouveaux matériaux supraconducteurs à plus haute température par le MIT, là dernièrement, qui ont incité à l'optimisme ces dernières semaines, parce qu'ils ont, ils ont fait des tests en plus grosse grandeur, on va dire, et ça a l'air de marcher, donc voilà, c'est cool, mais c'est quand même pas fait. Donc on reste prudent, mais bon, chez Interlune, ils ont l'air sérieux sur leur truc. Alors, ce sont des ex de Blue Origin d'ailleurs, et ils estiment que, vu le prix de l'hélium 3, et vu la baisse constante et spectaculaire du fret spatial, on peut raisonnablement imaginer qu'il puisse devenir rentable de faire de l'extraction minière sur la Lune dans un futur pas trop lointain. C'est fou, ce ça, siècle. Putain, moi, ça me bluffe quand même. Alors, et puis au moins on flingue pas les écosystèmes, puisqu'il n'y a rien de vivant là-haut, enfin pas qu'on sache. Mais bon, oui, c'est tout l'enjeu. L'hélium 3 est rare sur Terre et plus abondant sur la Lune, piégé dans le régolithe, et pas le rigolithe, c'est pas marrant du tout. J'aime bien. Mais il me semble avoir déjà fait cette blague complètement nulle. Oui, en plus. Elle marche toujours. Vas-y, c'est pas Désolé, grave. mais bon, en gros, pourquoi ? Parce que le Soleil produit de l'hélium 3 en quantité, mais la Terre, elle est protégée, et heureusement, des particules solaires, donc elle en reçoit pas beaucoup, alors que la Lune, elle n'a pas de protection, elle se prend tout, et bon, finalement, ça finit par s'accumuler un petit peu dans la croûte, quoi. Petit à petit. Et alors attention, premier problème, il y a plus d'hélium 3 sur la Lune que sur la Terre, ça veut pas dire que c'est des grosses flaques et qu'on doit le récupérer avec un seau, tu vois, pas du tout. Il va falloir filtrer des dizaines ou des centaines de tonnes de roches lunaires pour chaque gramme. C'est loin d'être simple. Mais bon, Interlune, il dit avoir développé un extracteur efficace. Bon. Alors, il faut quand même le tester, il faut quand même l'amener là-bas, pour tester l'efficacité de ce truc, voilà, en théorie. Alors, pour ça, c'est le moment ou jamais, d'après le CIO, parce que justement, c'est le retour de la course à la Lune. Et si tout se passe bien, on pourrait mettre au point des techniques, voire mettre en place des infrastructures, là, cette décennie, on va dire, enfin, dans les 10 ans qui viennent, qui feraient baisser le coût du fret lunaire de manière astronomique, si j'ose dire. Et donc, le pilote du mineur lunaire serait prêt pour 2028. Donc, dès 2030, ils envisagent de ramener leur butin sur Terre, à voir ensuite si c'est rentable. Donc, on est encore dans la science-fiction. Mais disons que la possibilité de lancer à bas coût des centaines de tonnes dans l'espace, avec Starship, la perspective d'avoir une base en orbite lunaire et de pouvoir faire des ravitaillements en vol dans l'espace avec Artemis, toutes ces choses qui seront accomplies si tout va bien dans les 10 ans qui viennent, même moins, et tout ça par SpaceX, Blue Origin et d'autres, du coup ça permet progressivement de rendre des projets qui ont l'air complètement fous, de les prendre de plus en plus sérieusement, tu vois, de les envisager de manière de plus en plus sérieuse. Même si on n'est pas sûr que ça se fera, ça devient, disons, petit à petit de plus en plus crédible. Écoute, on verra si jamais la fiction rejoint la réalité, ou plutôt la réalité rejoint la fiction, et on sera là pour en parler, mais moi je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de repenser. Tu l'as vu cette série ou pas ? Je crois non, que non, Formule 1, toujours pas. Oui, enfin, si tu as l'occasion, je serais très curieux d'avoir ton avis. Il y a un côté drama, hein, mais j'aime beaucoup. Allez, un bouclier, Guillaume, pour nous protéger de tout, y compris des pires radiations qui existent dans l'espace, notamment celles qui émanent du Soleil. Et oui, parce que dans Halo, comme dans Dune, les guerriers ont un bouclier qu'ils peuvent activer pour se protéger des coups, des projectiles, tout ça. Eh bien, les astronautes, ils aimeraient bien avoir pareil, ils aimeraient bien avoir le bouclier de Dune, parce que l'espace, en plus d'être immense, sans air et atrocement froid, c'est aussi un endroit où on se fait irradier la tronche en permanence. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un truc qu'on oublie, mais la Terre, c'est un fantastique bouclier contre les dangers du cosmos. Et les dangers du cosmos, il y en a beaucoup, il y en a plein. Rien que les UV, déjà, les UV sont en très grande partie filtrés par l'atmosphère. Quand c'est moins le cas, c'est un gros souci. Tu peux demander aux Australiens, c'est un gros souci. Donc ça, c'est connu, mais en fait, la Terre, elle dévie aussi toutes les particules solaires dangereuses avec son champ magnétique. Et les particules très très vénères qui viennent de l'extérieur du système solaire sont aussi bloquées par l'atmosphère, et voire même par l'épaisseur de la planète elle-même, puisque ça vient de tous les côtés. Le souci, c'est donc quand vous quittez la Terre.
Donc il faut vous protéger des radiations solaires et des radiations galactiques. Et c'est pas évident, 95% des radiations viennent du Soleil, elles sont d'énergie modérée, sauf en cas d'irruption solaire où là c'est nettement plus énervé. Et les 5% restants, c'est des trucs qui sont beaucoup plus énergétiques et qui sont super difficiles à arrêter. Et d'ailleurs, c'est même pire que ça, c'est que quand on les arrête, en général, les particules super énergétiques, elles se désintègrent en plein d'autres particules qui sont moins énergétiques, mais qui sont assez énergétiques pour être très dangereuses et qui partent dans tous les sens. Quel enfer. Donc c'est un gros bordel. Et donc si vous voulez être aussi bien protégé dans l'espace que sur Terre, il faudra un bouclier de 3 mètres d'épaisseur d'aluminium. Et tout autour de toi. Donc sur une énorme boule d'aluminium de 3 mètres d'épaisseur. Ouais. Et ça fait lourd. Évidemment, ça fait très lourd. Du coup, les astronautes, ils sont pas bien protégés. Donc ils sont... évidemment, il y a des blindages légers qui arrêtent une partie des rayonnements. Et ensuite, comme les travailleurs du nucléaire, ils ont une dose maximale absorbable par an. Alors, les doses qu'on prend en radiation, ça se mesure en sievert. Bon, la dose de radioactivité qu'on prend. En fait, le sievert, c'est une quantité d'énergie par kilo. Donc au plus on se prend d'énergie, au plus on a de chances que ça foute le dawa dans ton ADN, quoi. En moyenne, on est exposé à 4,5 millisieverts par an par la radioactivité naturelle, le médical, etc. Les bananes. Et les travailleurs du nucléaire, je sais pas. Et les travailleurs du nucléaire, c'est 20 millisieverts par an. Alors, dans l'ISS, les astronautes reçoivent dans les 5 millisieverts par semaine. C'est-à-dire qu'ils reçoivent autant en une semaine que la population normale en un an. Et sur toute une carrière, un astronaute peut prendre 1 millier de sieverts. Et la NASA d'ailleurs admet qu'une telle dose augmente tes chances de mourir d'un cancer de 3 à 25%. C'est pas très précis, mais bon, c'est pas très joyeux. Et c'est pour ça d'ailleurs que les doses max ont été revues à la baisse à 600 millisieverts sur une carrière. Or, en voyage vers Mars, en l'état actuel des choses, parce que c'est long, un voyage vers Mars, et t'es vraiment dans l'espace profond. Donc un voyage vers Mars, ça t'exposerait à une dose de 1200 millisieverts, sur 1 an ou 2, sur la durée du voyage, quoi. Et c'est énorme, c'est trop, en fait, 1200 millisieverts, c'est beaucoup trop. Donc, pour les missions longue durée, en particulier, il y a quand même une bonne motivation à mieux protéger les astronautes, et pour ça, outre les boucliers passifs, c'est-à-dire les blindages, quoi, ça fait des années qu'on essaye de chercher des moyens de faire des boucliers actifs. Des boucliers actifs qui donc dévieraient les particules, comme le fait le champ magnétique terrestre. Et d'ailleurs, au début, on pensait même faire de vrais champs magnétiques, super puissants, avec des gros aimants supraconducteurs. L'avantage, c'est que dans l'espace, il fait froid, et que donc les supraconducteurs, ils aiment le froid aussi. Et donc, le problème, c'est que les supraconducteurs, ils veulent du froid très très intense, qui est même encore beaucoup plus intense que ce qu'on a dans l'espace. C'est pour te dire à quel point ils aiment le froid. Donc pendant longtemps, ça a été jugé infaisable. Mais des progrès dans les matériaux supraconducteurs et dans les designs d'aimants qui vont bien au-delà de la simple grosse bobine, rendent quand même le truc plus crédible. D'ailleurs, il y a un concept, le dernier en date, qui s'appelle le Crew Hat, qui utilise ce qu'on appelle les REPCO. Les REPCO, c'est des composés chimiques supraconducteurs qui sont supraconducteurs à plus haute température et qui nous rapprochent d'ailleurs aussi de la fusion nucléaire. C'est ces fameux REPCO que le MIT a utilisés pour faire des meilleurs aimants pour la fusion, là, dernièrement. Donc le design en boucle de petits anneaux, de petits panneaux, c'est des petits panneaux comme ça qui sont en boucle autour de l'habitacle, quoi. Et ça améliore de 50% la protection et ça demande seulement 60 kW de puissance. Et c'est un système qui pèse quand même 24 tonnes. Donc c'est pas un truc de poche, ça reste ambitieux, mais c'est plusieurs ordres de grandeur plus modestes et crédibles que ce qu'on avait imaginé dans les décennies précédentes. L'ISS produit 60, les panneaux solaires de l'ISS produisent 60 kW. Mais bon, il produit 60 kW en totalité, donc c'est quand même beaucoup. Donc quand même, c'est encore trop. Mais bon, on commence à se rapprocher de trucs raisonnables. Et par ailleurs, il y a aussi des designs autour de boucliers électrostatiques, donc pas magnétiques, qui utilisent un champ électrique très puissant, donc c'est plus simple. Bon, le problème, c'est qu'il faut un champ électrique vraiment énervé de 60 millions de volts, donc c'est quand même beaucoup. Mais bon, en faisant tourner des simulations numériques lourdes sur des GPU NVIDIA, d'ailleurs, qui ne servent pas qu'à faire tourner des IA, du coup, ils ont réussi à recréer des champs d'électrodes, des schémas d'électrodes un petit peu particuliers qui protègent de 50% mieux que le blindage simple avec seulement 1 million de volts. Donc ça s'améliore quand même de petit à petit. Donc, c'est pas encore cuit tout ça, mais on est passé en quelques années d'études totalement théoriques avec des trucs complètement astronomiques à des pistes crédibles pour créer des boucliers actifs contre les radiations pour les astronautes qui pourraient ainsi espérer aller sur Mars un jour et en revenir sans cancer, ce qui est toujours agréable. Oui, ça peut aider effectivement, et ça peut être une belle promesse pour inciter les gens à aller sur Mars.
On va terminer cette rubrique probablement par le sujet de cette rubrique le plus poétique, je trouve, le plus bluffant et celui qui nous rend tout petit par rapport à la réalité de l'univers. C'est une histoire de debug, Guillaume, de Voyager 1. Inutile de dire que c'est le debug le plus éloigné qui existe. Oui, Voyager 1, cette sonde spatiale qui a été lancée avec son jumeau Voyager 2 en 1977 et qui continue aujourd'hui encore de parcourir l'espace lointain. Alors Voyager 1 et 2 ont exploré Jupiter et Saturne. Enfin, Voyager, Voyager 1, donc il est arrivé sur Saturne et après, en fait, il a fait une manœuvre, il a dû faire une manœuvre même pour aller sur Saturne, qu'il a envoyé hors du plan de l'écliptique et donc il n'a pas pu aller sur Uranus et Neptune et c'est Voyager 2 qui est allé faire des photos d'Uranus et Neptune. Des photos que vous avez probablement d'ailleurs vues. Et Voyager 1, il est parti vers l'espace interstellaire, et puis il y est toujours, aujourd'hui, il est à 24 milliards de kilomètres. Et il est depuis un moment dans l'espace interstellaire, donc ça veut dire qu'il est il est au-delà de l'influence du Soleil, et il étudie l'espace interstellaire. Il est loin. Et il est toujours vivant. Mais problème, il y a 4 mois, la sonde bug. Elle a bugué, et puis on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et puis débugger une machine qui est à 24 milliards de kilomètres, et qui met 45 heures à répondre à une commande, c'est pas pratique. Incroyable. Et pourtant, il y a encore de l'espoir. Le 1er mars, un ingénieur lui a envoyé très poliment une demande de diagnostic de diverses librairies de son logiciel, et elle a répondu en envoyant une sorte de gros core dump. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le core dump, c'est une sorte de vidage mémoire, où il y a un problème, je mets tout ce que j'ai en mémoire, je sors, je vomis tout ce que j'ai en mémoire, après tu te débrouilles avec c'est un vomissement. Pour savoir ce qui se passe. Très belle image. Donc la sonde est plutôt en bonne forme physique, donc elle envoie un signal à radio tout à fait convenable, mais par contre elle n'envoie plus de données. Et donc là, elle a enfin répondu d'une manière qui est totalement différente par rapport à ce qu'elle fait depuis qu'elle bug, et effectivement, du coup on a apparemment l'intégralité de la mémoire du système embarqué. Donc ça permet d'envisager de diagnostiquer ce qui cloche, donc il va falloir méthodiquement vérifier chaque bit de ce paquet de données pour voir ce qui a pu poser problème. Et c'est un système qui est vieux de 46 ans, qui s'appuie sur des manuels qui en ont 50. Donc les ingénieurs, ils vont s'amuser, ça va prendre des semaines, des mois sans doute, de faire cette espèce de rétro-ingénierie. Et ça sera certainement beaucoup plus compliqué que de craquer une Switch, mais bon, ça vaut le coup, parce qu'on n'a pas 36 vaisseaux dans l'espace interstellaire après tout. Et donc voilà, ils vont faire la rétro-ingénierie de l'espace, une rétro-ingénierie de l'espace. J'espère que vous y penserez la prochaine fois que vous vous plaindrez qu'il y a un peu de lag, un peu de difficulté à vous connecter, que votre fichier met quelques secondes de trop à se télécharger. Pensez-y aux personnes qui vont débugger Voyager 1 avec des allers-retours de 45 heures, mais évidemment de l'étude du code qui est envoyé, qui va être extrêmement longue, effectivement. Merci beaucoup Guillaume, ça nous permet de clore ce chapitre, mais pas définitivement, mais en tout cas pour cet épisode du regard vers les étoiles. Et puis on va enchaîner sur une autre rubrique, et tu le disais effectivement, c'est dans la droite continuité d'une vision du futur et de la science-fiction qui se rapproche plus vite que jamais à notre réalité. Guillaume, on commence avec les robots. On avait dit il y a quelques épisodes, je crois, que justement, parmi les progrès de l'intelligence artificielle, il y avait une convergence aussi avec les innovations en matière de robotique. Je pense que cette rubrique va bien l'illustrer encore une fois. Oui, on est complètement dedans. C'est vrai qu'on l'avait évoqué. D'ailleurs, on avait évoqué Figure déjà, la start-up robotique préférée de la Silicon Valley, qui a fait donc un partenariat avec OpenAI. Figure est en particulier spécialisée dans les robots humanoïdes, comme Apptronic ou Tesla, avec ses Optimus. Et donc, les robots de Figure, dont on a d'ailleurs discuté aussi la semaine dernière en supplément, sont des robots assez menus, tout chromés, comme Starship d'ailleurs, sur tout chromé. Ils ont de grosses mains à 5 doigts qui sont assez agiles, et il y a un écran sur la tête comme ça qui affiche divers trucs. Des trucs comme le logo OpenAI, par exemple, quand ils parlent, parce que ça y est, oui, en plus de faire le café et de marcher comme un arthritique de 82 ans, maintenant, les Figure 01 parlent d'une voix d'ailleurs très virile, mature, tu vois, et un peu robotique, mais juste ce qu'il faut. C'est bien choisi. Il peut donc décrire ce qu'il voit, et en fait, il peut le faire comme GPT-4 Vision, puisque clairement, on imagine que c'est un dérivé de GPT-4 qui est à la manœuvre, quoi. Il peut aussi, par contre, utiliser ses mains pour faire ce que tu lui demandes. Donc là, pas du tout comme GPT-4, évidemment. Donc il s'agit, dans la vidéo démo, de donner, par exemple, un objet à celui qui demande. Donc par exemple, là, dans la vidéo, c'est donner une pomme. Donc si tu as faim, il peut te donner une pomme, il peut prendre des poubelles pour les mettre dans un panier en plastique, ou mettre des verres dans les gouttoirs. Le plus impressionnant, c'est pas vraiment qu'il sache faire ça, parce que un bras robot qui prend une pomme et qui te la donne, aujourd'hui, c'est plus du tout impressionnant. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est sa capacité à interagir de manière naturelle et à comprendre les sous-entendus. Parce qu'il y a une pomme sur la table, mais le gars ne demande pas la pomme. Il dit
j'ai faim. Et ensuite, on lui demande d'expliquer pourquoi il t'a donné la pomme pendant qu'il prend les poubelles sur la table pour les mettre dans le panier. Et bien sûr, il explique que c'était le seul truc mangeable sur la table. Et de même, si on lui demande pas directement de mettre le verre dans l'assiette, le verre et l'assiette dans l'égouttoir, parce qu'il y a un égouttoir à côté, on lui demande où il pense que les objets, donc le verre et l'assiette, doivent aller ensuite, et il répond probablement dans l'égouttoir, et après, du coup, on lui demande de le faire et il s'exécute. Si on lui demande ce qu'il pense de ce qu'il a fait, il dit qu'il est content de lui, voilà, il cite tout ce qu'il vient de faire, il a la mémoire de la pomme, des poubelles, etc. Donc c'est une démo assez impressionnante, mais qui n'est pas non plus totalement incroyable si on a en tête aussi les travaux de Google sur les RT1 et les RT2. On avait déjà parlé l'an dernier de robots utilisant un modèle de langage, celui de Google, donc c'était Palm 2 à l'époque, pour permettre à un robot qui n'était pas tout à fait humanoïde, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un robot avec un espèce de gros bras unique comme ça, et puis une tête qui ressemblait plus à une sorte de Wall-E. Mais ce truc était déjà capable de reconnaître les objets et d'inférer ce qu'il devait faire dans un contexte naturel, le contexte d'une cuisine ou d'une cantine, un environnement donc, qui n'est pas particulièrement contrôlé, donc ce n'est pas un laboratoire. Et du coup, on avait déjà ce type de truc où il devait deviner les sous-entendus. Donc, par exemple, lui demander mets la pomme sur l'Allemagne, il prenait, ou alors mets le fruit sur l'Allemagne, et il disait, ok, j'ai une pomme devant moi, c'est un fruit, et je le mets sur la carte de l'Allemagne. Donc il comprenait des choses qui n'étaient pas explicites, tu vois, il comprenait des sous-entendus, et voilà, c'est... La démo de figure rajoute l'interaction vocale, ce qui rend la chose encore, plus impressionnante, et c'est assez réactif. Il faut l'avouer, puisqu'apparemment la vidéo n'est pas accélérée. Le mec a pas l'air d'attendre, et en fait, il y a une sorte de lag d'environ 1 seconde entre le moment où le mec parle. Qui est perceptible, Qui est totalement pas bloquant, perceptible. Mais qui est perceptible. Mais c'est pas tant que ça. Et le robot fonctionne d'une manière qui est pas rapide, mais qui est assez normale quand même. Et donc, un robot humanoïde qui interagit de manière assez réactive, finalement, ça fait toujours son petit effet comme ça. Bon, en substance, on se trouve en face de la réponse d'OpenAI à Google sur le plan de la robotique. On a un modèle qui est donc un modèle de langage /vision/action, comme avec RT2, et c'est indéniablement impressionnant de voir ce genre de choses se multiplier finalement, et de voir les progrès en robotique qui talonnent ceux en intelligence artificielle et qui s'en nourrissent, et de voir plusieurs boîtes en parallèle développer des choses dans cette direction-là. Or, le Figure se veut un robot qui est le plus humain possible, c'est un truc qui fait 1m68 et 60 kg, donc comme une personne, une personne moyenne, je dirais. Il a une autonomie de 5 heures, après il doit aller faire dodo, comme certaines personnes aussi. Il pourra porter des charges de 20 kg, et manifestement, on pourra simplement lui parler pour lui donner des instructions, et lui-même pourra nous dire comment ça se passe, s'il y a un truc qui le gêne, et on pourra lui dire fais ceci, etc. Pour des manipulations qui sont plus complexes que saisir un paquet de chips, il faudra probablement lui faire un entraînement plus spécifique, mais on sait, parce qu'on a vu d'autres robots comme les robots de OneX, qui est une autre startup robotique, que ça pouvait se faire assez rapidement en fait. En quelques heures de calcul, de fine-tuning, tu peux apprendre un robot à ouvrir une porte qu'il n'a jamais vue ou ce genre de choses. Bref, le déploiement simple et rapide de robots polyvalents pour des tâches de manipulation simples, ça semble se rapprocher très vite et peut-être même plus vite que prévu. Et ça va s'accélérer peut-être. Et du côté de chez Mercedes, il y a aussi l'illustration de la mise en pratique des robots. En tout cas, dans le cadre d'un test, d'une évaluation, Guillaume, le but, c'est, on va être très clair, d'accélérer la production et en tout cas de moins reposer sur des humains. Comme preuve que ça vient vite, oui, Mercedes-Benz vient d'adopter encore un autre robot humanoïde, c'est Apollo d'Aptronic. On rappelle que BMW est en cours de test pour des robots de figure, donc ce dont on vient de parler. Apollo, lui, peut soulever 25 kg de ses petits bras musclés, c'est un beau bébé, un petit peu plus costaud que le Figure 01. Il a 72 kg sur la balance, mais ça reste comparable à un humain quand même, de ce point de vue. Si un humain peut y aller, Apollo aussi, quoi. Et là, vous vous rendez bien compte du nombre de robots dont on parle. Il y a ceux de Figure AI, donc, voilà, il y a ceux de OneX, il y a ceux d'Aptronic, mais il y a aussi ceux d'Agility Robotics, qui font les robots Digit, qu'Amazon est en train de tester, il y a les Tesla et c'est de Optimus, puis il y a les braves Atlas de Boston Dynamics, et ça, c'est que ceux dont on a déjà parlé ici. Mais il y a plein d'autres challengers. Il y a ceux de Sanctuary AI, avec les Phoenix, il y a les Singapouriens de Forex Intelligence, qui font le GR1, il y a les Chinois de Linux, il y a aussi d'autres dont j'ai jamais entendu parler. Et donc, il se passe un truc. Il y en a trop. Oui, c'est fou, il se passe vraiment un truc. Les robots humanoïdes, relativement peu chers et versatiles, c'est devenu une véritable course vers ce nouveau marché qui a l'air assez sérieux et qui est en train de mûrir assez vite, à tel point que les grandes marques comme Mercedes, BMW ou Amazon les testent déjà sérieusement en vraie grandeur parce que c'est pratique. Le format humanoïde, ça veut dire qu'on peut automatiser des tâches sans rien changer à son usine, sans rien changer à son entrepôt.
C'est exactement ce que compte faire Mercedes, hein, d'ailleurs. Je cite, ils disent « Ils veulent se concentrer sur l'automatisation de certaines tâches physiquement exigeantes, répétitives et ennuyeuses pour lesquelles il est de plus en plus difficile de trouver des travailleurs fiables. » Alors, des travailleurs fiables, je sais pas, donc les travailleurs peu fiables, c'est sans doute des travailleurs qui doivent manger, aller pisser et partir en arrêt maladie. Bon, Avoir des besoins d'humains. je m'avance un vulgaires petit peu humains. peut-être, mais voilà. Et bon, d'après le Financial Times, Mercedes va tester des Apollo en Hongrie. Alors, j'aurais pas cru qu'on aurait droit à un futur à la Detroit Become Human Ah d'ici oui. une dizaine d'années, mais au rythme où ça va, je sais pas. Ouais, en fait, dans une dizaine d'années, ça va tellement vite qu'on a peut-être le temps de voir les ouvriers se syndiquer contre les robots prendre leur place, les robots se syndiquer eux-mêmes, demander une charte du droit des robots, devenir dépressifs, alcooliques et piliers de bar, comme les humains déclassés, et la boucle sera bouclée, et peut-être qu'enfin, tous ensemble, on pourra aborder le problème de la fiscalité des super riches. Et oui, parce que Tesla n'a pas payé d'impôts au niveau fédéral l'an dernier, alors que sur 5 ans, elle a payé 2,5 milliards de salaires aux cadres. 35 multinationales américaines ont versé collectivement plus de bonus à leurs patrons qu'elles n'ont payé d'impôts. Et en fait, la plupart ont même eu des crédits d'impôts tout en faisant de gros bénéfices. Bon, après, moi, je dis ça, je dis rien, hein. Ouais, bon, tu ne fais que relayer une information. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Guillaume, OpenAI qui a une filiale qui construit des modèles d'intelligence artificielle pour, tiens-toi bien, et là tu vas vraiment nous couper la chic, aider les robots à apprendre comme nous apprenons humains. Et alors, il y a une news dans la news, c'est que d'ailleurs, j'apprends qu'il y a des filiales dans OpenAI. Oui, oui, cette boîte dont on parle régulièrement, c'est fou. Bah alors oui, enfin je sais pas s'il y a une filiale, en fait c'est Covariant, la boîte, et elle a été fondée je crois par des anciens d'OpenAI. Je sais pas si c'est vraiment une filiale. Ah, c'est pas une filiale dans le sens. Ok, je comprenais mal. C'est pas une filiale dans le sens elle appartient juridiquement, mais c'est en gros Ouais. d'anciens collaborateurs d'OpenAI qui l'ont fondée. Autant pour moi. Oui, Covariant qui s'est spécialisé donc dans les modèles de deep learning pour des robots, mais enfin c'est des modèles qui sont relativement spécialisés quand même. C'est des modèles qui sont conçus avec des données issues de vrais robots déployés dans de vraies situations professionnelles, donc des entrepôts de grande distribution. Et c'est des robots qui sont des bras robots en fait, avec des caméras. C'est vraiment des robots fixes, c'est des robots industriels, vraiment industriels. Mais donc Covariant a mis au point un modèle qui s'appelle RFM1. Alors RFM pour pas pour la musique, hein, pour Robotic Foundation Model. Le but c'est de faire connaître aux robots une grande variété d'actions sur une grande variété d'objets. Il peut avoir des formes, des couleurs, des trucs voilà, des réactions aussi très diverses, hein, des trucs mous, des trucs durs, voilà. RFM1, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir pour Figure AI finalement. Ça rejoint pas mal ce truc-là, parce que c'est un modèle qui lie le langage, la vision et les actions. Et en fait, là où il va un peu plus loin, c'est qu'il peut aussi générer tout ça. Donc il peut générer des actions, dans le sens où voilà, donc il peut commander le bras robot, mais il peut aussi générer du langage. Donc ça veut dire que le robot peut parler, il peut demander des indications ou alerter s'il a un problème, expliquer le problème qu'il a. Et d'ailleurs, il peut aussi générer de la vidéo. C'est-à-dire qu'il peut aussi générer du contenu visuel de robot, basé sur ce qu'il imagine que peut donner la situation de son point de vue de robot, de prendre une culotte en coton d'un panier, de la scanner avant de la remettre dans le panier. Bon, l'exemple, il n'est pas bizarre du tout, hein. D'ailleurs, dans la démo, on voit un linge blanc indistinct, mais bon, voilà, je choisis ce que je veux pour illustrer d'abord. Mais bon, l'exemple de la culotte est intéressant parce que la vidéo générée montre bien que déjà, c'est un truc mou, quoi, donc c'est un objet quand même souple. Et puis, quand il la prend du panier, elle est plus dedans. Donc la vidéo générée, si tu veux, elle est cohérente d'un point de vue logique. Alors je sais que ça va pas paraître être le minimum, mais bon, il faut bien voir que tu te génères des pixels à la base, hein. Donc c'est pas si évident que ça de conserver une bonne cohérence temporelle, etc. Et de même pour la physique des objets, hein, donc, qui est simulée de manière pas ultra précise, mais qui n'est pas complètement absurde non plus. Et en fait, c'est simulé de manière a priori suffisante pour que le robot puisse faire son boulot correctement, quoi. Donc RFM1 pourrait devenir donc un modèle qui est assez flexible pour des robots qui deviendraient plus facilement adaptables à des conditions variées et avec lesquelles on pourrait interagir de manière naturelle. Donc en texte ou même en parlant, puisque comme il peut te parler, t'alerter, ah ben j'arrive pas à prendre ce truc-là, tu peux lui dire, toi, ah ben non, mais déplace de 20 cm le panier vers la gauche et ça ira mieux, tu vois. Et puis bon, il le fait, puis après c'est bon. Donc c'est ce genre voilà, c'est ce genre de truc qu'on espère, si tu veux, faire pour les robots, parce que ça permettrait effectivement à n'importe qui quasiment, tu vois, de pouvoir gérer un robot, puisque si tu vois, non, tu n'as plus à programmer quoi que ce soit, il n'y a plus d'interaction compliquée, enfin, tu as juste à parler et puis le robot exécute, quoi. Donc c'est, en plus, ça a l'air, tu vois, il y a un côté Sora pour les robots. RFM, c'est une sorte de Sora pour les robots aussi. Et ça montre une certaine compréhension, entre guillemets, du monde.
Et les compréhensions est limitée au point de vue du bras robot, hein, mais c'est quand même encourageant. Alors, tu parles de Sora, justement. On a du nouveau aussi du côté de cette intelligence artificielle qui, alors, on le rappelle, hein, c'est pas encore sorti, c'est pas encore dispo, Sora, mais qui est déjà chouchou. Et pour une partie peut-être de la population la plus extrême, va savoir, il y a aussi du nouveau de côté de Grok qui, lui, contrairement à OpenAI, s'oriente vers de l'open source, Guillaume. Et oui, on revient à nos gros modèles bien connus avec quelques infos, ou pas beaucoup d'infos, mais enfin quand même sur Sora, puisque Mira Murati, donc qui est CTO chez OpenAI, a donné une interview au Wall Street Journal qui donne quelques pistes. Alors, déjà, Sora sortirait cette année, mais on ne sait pas quand. Ça prendra probablement des mois, et moi je serais eux, j'éviterais soigneusement de le sortir avant les élections. De toute façon, il est très probable que Sora adopte au moins le chemin de Dali en ce qui concerne la sécurité, et donc refuse de représenter des gens connus. Donc Sora devrait à un moment rajouter le son aux images, donc ça c'est une nouvelle. Il plonge dessus, et ça serait sans doute pas dispo tout de suite. De même, il cherche aussi à donner plus de contrôle dans la génération que juste un prompt. Comment contrôler et éditer éventuellement, donc itérer sur des vidéos qui sont générées. Parce que le contrôle, c'est crucial pour un usage un petit peu pro de l'outil, quoi, hein, et puis il faut aussi corriger les erreurs qu'il fait. Parce que pour l'interview, OpenAI a bien voulu générer de nouvelles vidéos de Sora, donc on a vu un robot caméraman, on a vu 2 femmes en interview aussi, une sirène avec un portable, un taureau dans ce magasin de porcelaine, et il y a plein de petits détails qui vont pas dans toutes ces vidéos, et qui ont un petit peu motivé aussi la discussion. Et puis bon, on s'y attendait, Mira a confirmé que Sora est beaucoup plus cher à faire tourner que leur service actuel, et c'est sans doute une des principales raisons pour lesquelles il n'est pas encore public. Parce qu'en gros, une offre à grande échelle les conduirait à la ruine, quoi. Donc on n'a pas plus d'infos que ça, on n'a rien de vraiment concret sur les données d'entraînement, mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Et puis bon, c'est vrai que voilà, tu le disais, l'autre grande révélation de la semaine, si on veut, nous vient de chez Elon Musk. C'est une grosse révélation, vraiment très très grosse. Donc, alors, ça vient de chez XAI, plus précisément, puisqu'il vient de rendre Grok open source et tout est libre. Les poids sont sous la très libre licence Apache 2.0. Donc, vous pouvez vous amuser avec Grok et vous pouvez même l'utiliser avec votre propre business en théorie. Alors, en théorie, parce que c'est vraiment un très 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 gros modèle. Il fait 314 milliards de paramètres. Ce qui fait que même en version compressée, il faut au bas mot, je sais pas, 200 gigaoctets de RAM en 4 bits, ou de VRAM, de mémoire pour l'héberger, à moins de le compresser, voilà, vraiment extrêmement fort. C'est un truc, ce qui est vraiment à la portée de pas grand monde. Donc Grok, c'est un mélange d'experts, comme GPT-4, et seul un quart des poids est actif à chaque fois. Ce qui fait qu'il nécessite une puissance de calcul qui est proche à celle qu'il faut dans l'AMA 2 finalement. L'AMA 2 version complète, 70 milliards de paramètres. Donc au niveau puissance, il faut beaucoup de puissance, mais enfin c'est pas inédit. Par contre au niveau mémoire, c'est vraiment du costaud, quoi. Je risque pas de tester ce truc sur ma machine perso. Désolé. Alors Grok, c'est un modèle de base en plus, c'est pas un modèle prévu pour discuter, c'est pas un modèle instruct, quoi, qui subit les instructions. C'est pas un truc à la ChatGPT, quoi. C'est un modèle généraliste qui est entraîné 2.0 d'ailleurs par XAI. Il est très récent et très très lourd, donc pour le moment, j'ai aucune idée de ce qu'il vaut, honnêtement. Donc Elon avait annoncé que Grok allait être libéré. Ce qui n'est pas surprenant, parce que lui qui s'attaque à OpenAI pour son manque d'ouverture, il aurait quand même prêté le flanc aux critiques, à une critique très facile, si XAI avait fait la même chose. N'empêche que malgré son poids, c'est quand même toujours bien de voir arriver un nouveau modèle libre. Grok est en plus, pour l'instant, le plus gros mélange d'experts open source du monde, désormais. Bravo à lui. On a aussi un nouvel entrant dans le monde des assistants pour les développeurs qui arrive à deviner la suite du code. Ça s'appelle Devin. Et oui, c'est un véritable devin. Donc oui, c'est l'autre star de la semaine. Enfin, en tout cas, sur les réseaux sociaux et YouTube, c'était vraiment une star, on l'a vu partout. C'était Devin. Alors Devin, c'est un outil pour la programmation qui est fait par une toute jeune boîte qui s'appelle Cognition, qui est vraiment une start-up qui est fondée par une dizaine de jeunes qui sont des surdoués en codage. Alors c'est pas juste une formule, des surdoués en codage en fait. C'est vrai, puisque les fondateurs, qui sont les frères Wu, sont des codeurs de compétition. Scott Wu a gagné des trophées des Olympiades de code, donc voilà, c'est des codeurs profs, des codeurs sportifs, quasiment. Et donc leur produit, c'est vrai qu'il est impressionnant, en tout cas si tu vois les démos si tu regardes les démos que tu peux trouver un petit peu partout. Donc le principe, c'est en gros, tu lui décris ce que tu veux, assez précisément quand même, ce que tu veux en texte, sous-entendu un programme qui fait ce que tu veux, un projet de logiciel, et après il se débrouille. Et il est très autonome, il peut aller chercher tout seul les informations sur une API qu'il ne connaît pas sur Internet, il a son propre navigateur, son propre shell, donc il produit du code, il le compile, il l'exécute, il regarde le résultat, il itère si ça va pas, s'il y a des erreurs, il essaie de les résoudre, il essaie d'installer ce qu'il faut, etc. En gros, il ferait ce que fait un humain, il fait ce que ferait un humain à sa place, tout simplement. Et à tout moment, on peut voir ce que Devin est en train de faire, on peut l'interrompre, lui donner plus de directives, et les exemples publiés par Cognition sont effectivement bluffants.
Je veux dire, il peut créer un site web interactif qui reproduit le jeu de la vie de Conway tout seul, de A à Z. Il peut trouver tout seul des bugs dans un dépôt de code et les corriger. Il peut lire les rapports de bugs sur GitHub et les corriger. Il peut aller chercher des informations. Il ne sait pas comment faire. S'il ne sait pas comment faire, voilà, il va chercher. Il est allé chercher des informations sur les control net pour générer des images avec Stable Diffusion, par exemple. Donc, voilà, il est capable d'entraîner lui-même des modèles de deep learning. Il aurait été en mesure de prendre des boulots sur Upwork, donc site de recrutement pour les travailleurs freelance. Après, tous ces exemples sont sans doute choisis parmi les meilleurs, évidemment, c'est sélectionné, il ne faut pas non plus exagérer, mais bon. Alors, ça peut faire froid dans le dos, effectivement, mais bon, finalement, malgré la très grande couverture médiatique qui a été faite, Devin, finalement, c'est qu'une version plus sophistiquée de trucs qui existaient déjà, comme les codes interpréteurs, par exemple, de GPT-4. D'ailleurs, Devin utilise vraisemblablement OpenAI derrière, ce qui implique donc des frais pas négligeables. Un ingénieur robot, d'accord, mais il faut le payer quand même, et assez cher. Bon, en open source, il y a un truc comme Open Interpreter d'ailleurs qui s'est fait déjà faire ce genre de choses, et des allers-retours entre code et résultats pour itérer sur un programme. Il y a pas mal de GPTs qui font des choses approchantes aussi, mais Devin semble aller plus loin et le présenter aussi de manière encore plus claire et interactive, donc voilà, faudra voir à l'usage à quel point Devin est transformatif. Cognition indique que, voilà, ce qu'on voit dans la démo, c'est que le début, la boîte vient de lever 21 millions de dollars. Ils veulent aller plus loin dans la planification et le raisonnement, même si on ne sait pas encore vraiment comment ils vont s'y prendre. C'est un premier jet, c'est déjà impressionnant, ou c'est déjà terrifiant d'ailleurs, voilà. Et en plus, évidemment, si on remplace GPT-4 derrière par GPT-5 un jour, et ça sera instantanément encore plus impressionnant. Bon, alors on n'est pas en face d'une AGI, faut pas exagérer, comme je l'ai vu passer quand même pas mal sur YouTube, beaucoup trop souvent. C'est pas du tout une AGI, mais c'est effectivement un outil nouveau qui est vraiment impressionnant, ou prometteur, comme vous voulez, ou les deux. On va retenir les deux. Guillaume, ce qui est bien, c'est que tu as passé pas mal de temps, comme chaque semaine, à faire la veille pour cet épisode de Tech Café. Mais en plus, je pense que tu as été ravi de voir qu'il y avait une interview que tu devais regarder en intégralité et qui prenait près de 3 heures. Tu as pris le temps de consulter pour nous, Guillaume. C'est Yann Lequin qui est passé sous les questions de Lex Fridman. Oui, puisqu'on y est, parce qu'en plus de clasher Elon Musk sur live sur X, Yann Lequin a donné une très longue interview à Lex Fridman cette semaine. Donc, je ne sais pas si tu l'as vu, peut-être tu l'as pas vu. J'ai pas vu l'interview du tout, ça je peux te le confirmer. J'ai vu le clash, par contre. Oui, le clash. Et oui, donc effectivement, alors vous pouvez la voir sur YouTube, bien sûr, on peut en toucher 2 mots, plus parce que voilà. Alors, Yann Lequin, il est revenu sur plein de sujets, dont certains qu'on a relayés ici. Il a parlé par exemple de VJPA. Par exemple, et comment il pense donner aux IA une représentation du monde efficace, synthétique et non générative, qui permet de faire l'économie d'avoir à penser chaque pixel et chaque détail. Donc il réexplique aussi pourquoi les modèles de langage seuls ne peuvent pas mener à une super IA généraliste, parce que le langage n'est pas assez riche. Déjà, c'est une abstraction, c'est une approximation du réel, et puis il fait partie de ceux qui pensent qu'une intelligence doit être incarnée. Et il faudra aussi qu'elle soit capable de planifier, ce qui n'est pas gagné avec les modèles de langage, qui sont sensibles aux hallucinations qui leur sont d'ailleurs intrinsèques. Du reste, il précise bien que les progrès vers les AGI ne se feront pas à l'hollywoodienne, c'est-à-dire avec un savant excentrique qui a un éclair de génie qui se cogne la tête sur les toilettes, mais voilà, qui découvre le secret comme ça, et puis hop, on a une IA tout d'un coup. Non, c'est parce que la science, ça se fait pas comme ça. C'est un travail collectif de centaines d'équipes qui itèrent sur les travaux des uns et des autres. Et autant la généralité des IA que leur performance s'étendent d'ailleurs sur tout un spectre. Donc on a déjà des IA qui sont un peu généralistes, et qui ont des performances très modérées. On avait déjà parlé de cette vision un peu bidimensionnelle de l'AGI, d'ailleurs. Et du coup, il n'est pas du tout pessimiste. C'est pas du tout un pessimiste, un doomer, comme on dit. On mettra du temps à mettre au point une super intelligence, si jamais on y arrive. Donc ça sera progressif. Et ça nous demandera du temps pour faire en sorte de la comprendre et de la mettre au point comme ça nous arrange, nous. Du reste, il a aussi dit qu'il n'était pas du tout évident qu'une super IA, en supposant qu'on en ait une un jour, ait envie de nous éradiquer, parce que toutes les espèces animales sont pas forcément agressives, après tout. Et puis bon, Yann se fait le champion de l'open source, donc ça c'est évidemment très agréable à entendre. Même si ça paraît assez évident, il dit évidemment qu'on a besoin de modèles open source, et sinon quoi, on laisse encore plus de pouvoir à ceux qui en ont déjà énormément, c'est-à-dire les grosses boîtes qui sont les seules qui peuvent se permettre d'entraîner des monstres pareils. Et donc, on leur laisse le pouvoir, on leur associe l'intelligence finalement, et puis la richesse, et même culturellement, c'est un problème. Parce que les IA sont les reflets de leurs données, les données sont produites, collectées et sélectionnées par des humains, et donc les IA sont un peu humaines, en quelque sorte. Une IA ne peut pas être parfaitement objective. Et donc, il est inacceptable de laisser des boîtes de la Silicon Valley décider de la culture dominante pour le reste du monde.
Et donc pour Lequin, l'open source est la solution, les modèles libres peuvent être modifiés selon les besoins, selon les cultures, et ils ne doivent pas venir d'une source unique. Donc lui, il en trouve un futur où la plupart de nos interactions seront faites par l'intermédiaire d'IA, des IA qui pourraient être contrôlées donc par un tout petit nombre d'entreprises, si on ne fait rien. Des entreprises étrangères, hein, du point de vue français, en plus, ce qui nous concerne. Donc une situation potentiellement dangereuse que seul l'open source peut éviter. Donc même si les boîtes ne sont pas forcément mal intentionnées, la concentration des pouvoirs est jamais une bonne chose. Donc il a parlé un petit peu de Llama 3, mais rien de super précis. Toute la lignée des Llama devrait rester en open source. Donc le 3 viendra en plusieurs tailles, il sera plus puissant, il devrait y avoir des versions multimodales. Il parle aussi déjà des versions suivantes, hein, qui seront à un moment capables de planifier, de mieux raisonner, etc. Mais bon, évidemment, il n'a pas de roadmap précise, hein, mais de toute façon, tout sera publié au fur et à mesure. Et pour conclure, on peut dire que Yann est plutôt optimiste pour le futur. Hein. Il dit que l'IA va amplifier l'intelligence humaine et qu'on aura donc tous des assistants qui seront meilleurs que nous à plein de tâches, et c'est pas grave. C'est comme si on était le manager d'une équipe avec des gens qui sont aussi meilleurs que nous, et finalement, c'est pas un problème, c'est même plutôt une bonne chose. Donc en gros, l'IA va amplifier l'intelligence, et puis l'intelligence, c'est bien. Normalement, il faut plutôt plus d'intelligence que moins d'intelligence. Donc pour lui, les IA sont comme d'autres techs, hein, comme les livres, comme Internet, ou même comme les réseaux sociaux. Ce sont intrinsèquement de bonnes choses, même si évidemment elles peuvent être mal employées. Évidemment, comme tous les outils quelque part. On continue avec d'autres prises de parole et annonces pour le moins captivantes. C'est NVIDIA à l'occasion de alors c'est la GTC et la GPU Technology Conference, Guillaume. Oui, alors c'est le tout début, donc pour l'instant, voilà, on a vu qu'une keynote. On va toucher deux mots des deux gros trucs de la keynote, évidemment. C'est la conf NVIDIA, évidemment, il sera question à 99,9% d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, puisqu'on a parlé de plateforme robotique, NVIDIA aussi arrive avec son modèle fondation de robots, sous-entendu de robots généralistes, hein, qu'il a évoqué la première fois là, hein, qui s'appelle Groot. Alors non, attention, il ne s'appelle pas Groot, il s'appelle GR00T. C'est surtout pas Groot. Faut pas se prendre en procès par Disney, quand même, faut pas déconner. Donc Groot, c'est pour Generalist Robot 00 Technology. Bon, pourquoi pas. Et ça reste encore vague. Hein. Le but, c'est de créer un modèle de fondation de robots généralistes qui s'entraîne évidemment dans le Omniverse, donc ce machin en 3D, cet univers en 3D avec une physique, etc., qui est donc déployable ensuite dans la réalité, qui pourrait l'être d'ailleurs par de nouveaux modules Jetson. Les Jetson Tor sont donc des nouvelles puces embarquées de NVIDIA qui ont néanmoins des capacités de calcul importantes pour faire de l'IA donc sur des robots de toute forme, hein, qu'ils soient humanoïdes ou pas. Donc NVIDIA qui par ailleurs devient un des premiers membres de la nouvelle alliance pour la robotique open source, qui est lancée par la Fondation pour la robotique open source et qui maintient et finance d'ailleurs le fameux ROS, qui est le Robotic Operating System, qui est en gros un Linux pour les robots, hein, tout simplement. Et bon, aujourd'hui même, on vient aussi d'avoir la présentation, bien entendu, par NVIDIA, bien entendu, ça c'était attendu, hein, des nouveaux GPU NVIDIA, les nouveaux GPU professionnels. Les cartes graphiques, pas trace pour le moment. En tout cas, on a eu la présentation des GPU Blackwell, les B200, qui sont donc les gros GPU Pro, qui font suite au Hopper H200. Alors comme toujours, on annonce des gaps de performance monstrueux, 30 fois plus rapide à l'inférence, 11,5 exaflops de puissance. Et en fait, le B200 se permet d'afficher ces nombres astronomiques parce qu'il utilise des précisions très faibles. Donc on parle souvent ici des modèles de deep learning compressés, parce que voilà, c'est extrêmement utile quand on va les utiliser sur son PC, mais c'est utile aussi en général. Donc compressé, ça veut dire qu'on utilise des précisions pour les paramètres qui sont beaucoup plus faibles. Compressé en 4 bits par exemple, ou moins, ou plus, ça dépend. Et les amateurs connaissent bien tous ces formats quantifiés, compressés, qui s'utilisent déjà sur CPU ou sur GPU. Hein. Donc on a le GGUF, le GPTQ, le XL2. Tous ces trucs sont encore un peu ésotériques, mais finalement ils sont très utiles pour déployer les IA locales, sur des machines qui sont beaucoup moins puissantes. Mais évidemment, ce qui économise de la puissance chez nous, ça économise aussi de la puissance de les data centers. Et donc si ça marche si bien, il était très probable que les GPU supportent à un moment ou à un autre aussi les faibles précisions en 4 bits. Et c'est chose faite avec le B200 qui utilise le FP4. Donc FP4 c'est floating point 4 bits, donc ça utilise 4 bits par paramètre. Et en fait les H100, les Hopper, donc les trucs d'avant, ils pouvaient déjà utiliser une précision relativement limitée. En fait ils utilisaient du 8 bits déjà. Et ça permettait d'économiser beaucoup de calculs et d'énergie. Alors, il faut savoir que le calcul scientifique utilise en général de la double précision, 64 bits, c'est comme ça qu'on fait les calculs de physique.
Le 32 bits, c'était les calculs plutôt graphiques, et on avait remarqué assez rapidement que le 16 bits, ça suffisait pour les calculs de deep learning. Et en réalité, on n'arrête pas de baisser les trucs, parce qu'en fait, le rapport coût-avantage est très avantageux pour baisser la précision des nombres qu'on utilise. Donc le Hopper, c'est passé au 8 bits, et écoute, les Blackwell passent au 4 bits. Alors évidemment, ça pose quand même la question de la précision finale, parce que c'est compression, c'est comme le JPEG, hein, ça dégrade un petit peu la qualité. Et en 8 bits, c'est quasi imperceptible d'expérience. En 4 bits, ça l'est quand même déjà plus. Alors tous les poids sont pas réduits en 4 bits, il y a un contrôle assez fin sur lesquels sont plus importants, lesquels on conserve en quel truc et tout. Donc évidemment, au-delà de ça, le B200 bénéficie de quelques progrès hardware aussi, hein, donc c'est un truc qui est gravé en N4P chez TSMC. Le N4P, c'est le 4 nanomètres puissance, power. Donc ça apporte, attention, 6% de vitesse en plus par rapport au H200, qui est donc en N4 tout court, et donc c'est pas avec ça qu'on va atteindre les 30 fois plus rapide, il n'y a pas photo. Et bon, si on fait des tests pratiques avec leur Transformer Engine, comme ils disent, donc on prend un bon vieux GPT-3 des familles, et on essaye de voir un petit peu à quelle vitesse on l'entraîne, à quelle vitesse on peut lui faire cracher des mots, le B200 est 7 fois plus rapide à l'inférence que H100 et 4 fois plus rapide à l'entraînement. Donc c'est pas 30 fois, mais c'est quand même pas mal, c'est quand même significatif, 7 fois plus rapide. Donc le B200, surtout quand le truc, il faut imaginer qu'on est dans des data centers qui servent des millions de personnes par jour. Donc voilà, ça en fait des milliards de mots par jour. Donc c'est clair que si tu es 7 fois plus rapide, forcément, ça coûte 7 fois moins cher par mot. Donc le B200 passe par contre lui aussi d'un point de vue hardware en mode chiplet, c'est-à-dire qu'en fait il est constitué de 2 briques, constitué de 2 puces en gros, qu'on interconnecte à très 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 haute vitesse pour en faire finalement une puce unique qui a une surface totale de 1600 mm². Donc c'est fat, hein, ça fait vraiment une très grosse puce qui contient 208 milliards de transistors. Donc on est quand même dans le haut du panier. Alors c'est un truc qui est accompagné en plus par ailleurs de mémoire, comme de la RAM vidéo si vous voulez. Et on en a 192 gigaoctets, c'est la HBM3E, donc voilà, 192 gigaoctets. Et oui, ceux qui ont encore 6 gigaoctets de VRAM peuvent pleurer, il n'y a pas de problème. Et le H200, lui, qui était un Hopper déjà de deuxième génération, qui avait fait des progrès là-dessus, il avait 141 gigas quand même. Et la bande passante mémoire a par ailleurs été doublée, ce qui est bienvenu, puisque la puce elle-même est double, mais bon là, il faut évidemment alimenter tous ces cœurs. Et donc voilà, donc on a aussi droit à des progrès sur les connexions au réseau, tout ça, parce que bien entendu, ces magnifiques puces, c'est pas des trucs que vous mettez dans votre PC de jeu, hein. C'est des trucs qui vont par 4 dans des serveurs, et qui s'encastrent en rack, et qui vont dans des data centers qui coûtent plusieurs milliards de dollars. Donc l'infrastructure réseau était extrêmement importante, et donc voilà, tout ça évidemment évolue au fur et à mesure aussi, et donc avec sa surface de malade, parce que c'est vraiment une puce très très large quand même, le prix d'une puce Blackwell doit être, vraiment très très élevé. Quand je dis très élevé, il faut savoir que H200 à l'heure actuelle, donc la génération actuelle, le top actuel, le prix n'est même pas connu avec précision parce qu'il y a des pénuries et que c'est très difficile à trouver, mais c'est un truc qui est estimé entre 25 000 et 40 000 dollars la puce. Ah oui. Je parle que de la carte. Hein. Je parle même pas. Après, tu te démerdes pour mettre le serveur autour et compagnie. Hein. Donc le B200, à mon avis, ça va être très très cher. On termine, Guillaume, avec une IA de Google, portée pour le jeu vidéo. Est-ce que Google aurait trouvé un moyen pour nous créer des adversaires encore plus durs que ceux prévus par From Software dans Elden Ring, par exemple ? Absolument pas. Et c'est pas du tout le but. C'est pas ça. Non, c'est pas du tout le but. D'ailleurs, les IA qui jouent à des jeux vidéo, c'est vraiment pas une nouveauté, évidemment, et on pense... alors, même si on pense à des vrais IA, c'est-à-dire pas à des NPC ou à des bots qui sont scriptés ou qui trichent, hein, ou qui sont cons comme des briques, hein, très souvent. Non, des systèmes qui jouent à la régulière, c'est-à-dire des systèmes qui jouent comme de vrais joueurs. Et ça, on en a vu passer sur des jeux Atari, sur StarCraft, sur Dota 2, par exemple, ou sur Minecraft avec Voyager, par exemple. Donc, une IA capable d'apprendre, de planifier, d'entraîner sur des centaines d'heures de jeux vidéo, on a quand même déjà vu. Mais tous ces modèles étaient spécialisés. Et ce que veut faire DeepMind, c'est de créer une sorte de joueur généraliste. Une IA qui apprend à jouer à plusieurs jeux vidéo et qui peut utiliser des aptitudes qu'il a appris d'un jeu sur un autre jeu. Dans le cas de SIMA, alors SIMA, c'est pour Scalable Instructable Multi-World Agent. SIMA, c'est pas un agent qui a pour but de créer une IA super forte qui va te dominer. C'est dans le jeu, on s'en fout. D'ailleurs, les jeux choisis s'y prêtent absolument pas, puisqu'on a majoritairement des jeux bac à sable en monde ouvert, comme Valheim, No Man's Sky, Echo, Satisfactory ou God Simulator, le meilleur sans aucun doute.
C'est dommage parce que j'aime souffrir, Guillaume. Tu sais que plus je peux souffrir, plus je suis heureux. Bah, t'inquiète pas, t'auras bientôt le DLC. Tous les jeux... Oui, c'est vrai. Tous J'ai réservé la date. Bah oui. Tous ces jeux ont des points communs formels. Hein. C'est des jeux qui sont en 3D, qui sont vus à la troisième personne. Aussi, ils partagent des points communs ergonomiques, puisque globalement, pour se mouvoir ou pour regarder autour de soi, on fait pareil avec la souris et le clavier. Et donc, comme un humain qui est habitué à jouer à un FPS et qui va retrouver ses marques assez vite sur un autre, le but, c'est de transférer les connaissances d'un jeu à l'autre. Et Sima va donc s'entraîner sur des jeux vidéo, enfin sur des vidéos de ces jeux. Alors, c'est des vidéos qui avaient annoté, en quelque sorte, avec les entrées clavier-souris, au bon moment, bien entendu, puis des descriptions en langage naturel de ce qui se passe dans le jeu. Donc, si on va couper du bois, si on doit récupérer de l'hélium, machin, avec dans No Man's Sky, si on plante ses cornes à serrer dans le cul de NPC, tout ça, ce sera annoté dans les vidéos. Alors, Sima, il est censé, avec tout ça, comprendre et reproduire des actions, des instructions in-game. Donc éventuellement pour appuyer un joueur, pour t'aider éventuellement. Donc on peut imaginer demander à son IA compagnon d'aller chercher du bois dans Valheim par exemple, donc tu lui dis en texte tout simplement, ou de te défendre contre un truc qui arrive. Et donc Sima a été testé sur 1500 actions divisées en 9 catégories. Alors des catégories comme regarder, construire, combattre, bouger, etc. Donc Sima a des scores qui sont assez variés, pas toujours géniaux d'ailleurs, mais il montre des capacités de généralisation assez prometteuses, parce qu'il peut faire des transferts d'actions, donc s'il voit comment on saute sur un rocher dans Valheim, il peut déduire comment on saute sur une voiture dans Goat Simulator. Tu vois. Et donc il apprend à piloter une chèvre parce qu'il a vu comment on pilote un gonze dans Valheim. Donc un autre grand truc, c'est de l'entraîner sur des jeux et de le faire jouer sur un autre jeu qu'il n'a jamais vu. Donc dans ce cas, tout ce qui est généralisable, c'est-à-dire analogue d'un jeu à l'autre, ça se passe très bien. Tout ce qui est vraiment différent, par contre, évidemment, ça se passe beaucoup moins bien. Il faut tout qu'il réapprenne, c'est beaucoup plus long. Dans l'ensemble, le fait de l'entraîner sur plusieurs jeux le renforce. C'est-à-dire, au plus il voit de trucs dans plein de jeux, meilleur il est dans chacun. Alors, ça peut paraître futile, évidemment, de se dire, bon, ok, fais jouer des Valheim. Et puis, d'ailleurs, si tu veux un NPC qui coupe du bois dans un truc comme ça, tu peux en faire de manière beaucoup plus simple et efficace, tu peux faire des bots. Mais le but, évidemment, plus lointain, c'est beaucoup plus ambitieux, et c'est partagé par les recherches de NVIDIA aussi, par exemple. Hein. Le but, c'est de faire un modèle d'IA fondation qui soit polyvalent et qui s'entraîne en simulation. Dans plein de mondes, dans plein de contextes différents, de manière complètement virtuelle, mais qui soit ensuite capable de généraliser donc dans les différents univers et le vrai monde à travers un vrai robot. Et de ce point de vue, Sima fait un peu penser à donc... Sima, c'est une sorte d'Isaac de chez NVIDIA pour la robotique. Les robots apprennent en accéléré et en parallèle dans des instances d'Omniverse et se forment pour le monde réel. Et là, on a un truc qui ressemble un petit peu. On comprend, parce que Sima, c'est aussi finalement un modèle vision, action, langage, encore une fois. Et c'est encore une fois une forme de modèle fondation qui vise à ancrer les modèles de langage dans un monde concret. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'on fait, c'est que les modèles de langage, ils ont que le langage, ils voient que des mots. Leur univers n'est fait que de mots, ils ne sont pas ancrés dans une réalité. Et alors que là, ce qu'on essaye de faire, c'est de les ancrer dans une réalité, de relier les concepts, qui sont des concepts verbaux, à des actions, à ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils peuvent faire, etc. Aux propriétés d'un monde physique. Et finalement, on rejoint un peu cette notion d'IA incarnée qui traverse un petit peu l'actu ces temps-ci, et qui traverse du coup cet épisode. Bravo, ce sera peut-être une orientation du titre, l'IA incarnée, pas comme les ongles. Guillaume, merci infiniment, c'est quand même l'opportunité c'est quand même l'enchaîner, j'y arrive. C'est quand même l'opportunité d'enchaîner sur les jeux vidéo, forcément parce qu'on a quelques petites news qui se sont greffées dans le conducteur grâce à ta vigilance, évidemment, une fois de plus, avec la PS5 Pro, pour laquelle un faisceau de rumeurs concordants commence à s'orienter et à nous laisser imaginer une résolution incroyable. Guillaume, que se passe-t-il du côté de la PlayStation 5 Pro ? Alors, ça reste des rumeurs, d'après ce que je sais, sur la PlayStation Pro, et ça se discute, c'est pas officiel, je crois pas. Parce que vous avez vu des chiffres différents, c'est pas grave, Moi, de ce que j'ai vu, la PS5 Pro aura à peu près le même processeur que la PlayStation 5, un petit peu boosté, à 4 GHz, ce qui est un avantage très modeste par rapport aux 3 GHz 5 de la console actuelle. Puis le GPU donc aurait 60 unités de calcul, contre 36, et serait un RDNA 3, donc avec un boost modeste encore de la fréquence d'horloge. Donc la RAM resterait inchangée, à 16 Go de GDDR6, donc on en déduit qu'on aurait aussi sans doute à peu près la même bande passante, ou une bande passante un peu supérieure. Donc,
Si on résume un peu, on a 2 fois plus de puissance GPU, hein, globalement, pas loin, et puis une nouvelle architecture de RDNA, ce qui est pas mal aussi, mais c'est à peu près tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire? Disons que dans le cas où les jeux sont pas CPU limités, et qui ne requièrent pas un surcroît de bande passante trop important, on pourra avoir un nombre d'images par seconde plus important, effectivement, mais pas systématiquement de 2 fois. Par ailleurs, si on a vraiment du RDNA 3, ça ouvre aussi à des performances en ray tracing nettement plus intéressantes, et la qualité visuelle de certains jeux pourrait s'en trouver améliorée. Est-ce que ce sera le jour et la nuit? Par contre, sans doute pas. Parce que bon, tu passes du path tracing plus précis, des meilleures ombres, tout ça, c'est bien. Est-ce que c'est un argument massif de vente? Je sais pas. Souvent, c'est assez subtil. Un framerate un petit peu amélioré, un éclairage un peu meilleur, bon voilà, ouais, ça pourrait être mieux, parce qu'on pourrait aussi avoir une résolution native avant upscaling un peu plus élevée, pour une image un peu plus propre, et ce serait sympa. Est-ce que ça fait une grosse raison de changer la machine? Ou d'acheter une machine qui sera sans doute un peu plus chère, évidemment? Franchement, je suis pas sûr. Pour être complètement honnête, j'en suis pas sûr. Après, il reste une inconnue, puisque Sony aurait dans ses cartons un algorithme d'upscaling propriétaire, qu'ils appelleraient le Spectral Super Resolution. C'est d'après le youtubeur Moore's Law is Dead, hein, donc c'est à prendre avec des pincettes. Il y a aussi un brevet de Sony qui a été repéré et qui est totalement incompréhensible. Donc bonne chance pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, puisque l'image serait rendue avec des trous, donc plus rapidement avec des trous, et le contenu des trous serait interpolé, mais il y a 2 types de trous. Avec les gros trous, on interpole avec du machine learning, et les petits trous, on interpole avec autre chose. Bon, c'est un petit peu zarbe, ça voudrait dire effectivement que il y a du machine learning qui pourrait arriver sur PlayStation 5, mais comment, c'est pas clair. Est-ce que ce serait via une puce AMD, via une autre puce? Est-ce que ça utiliserait les shaders? Je sais pas quoi. Bon, je sais pas. Bon courage pour comprendre ce que ça veut dire, mais voilà. L'un dans l'autre, on peut imaginer effectivement que comme pour la PS4 Pro, le manque relatif de surcroît de puissance peut être aussi compensé par un meilleur algo d'upscaling. Après, on sait pas trop. On se souvient que la PS4 Pro, le but c'était de faire passer la PlayStation à la 4K. Mais bon, parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait une transition quand même pas mal vers les écrans 4K. Et donc, elle est sortie avec 2 fois plus de puissance GPU, mais pas 4 fois. Et parce qu'en théorie, il faut 4 fois. Et donc, on utilisait la technique du checkerboarding qui a permis, le tour de force de passer à la 4K quand même, en utilisant ce qui est une forme d'upscaling temporel. La moitié des pixels n'étaient pas calculés, mais en utilisant les données locales des pixels avoisinants et les données de l'image d'avant, on pouvait interpoler ça, quoi, et ça donnait un résultat qui était tout à fait correct. Ça faisait le boulot, et puis depuis, évidemment, on a des techniques d'upscaling beaucoup plus évoluées. Par contre, le contexte dans lequel la PS5 Pro sort, il est très différent, parce que offrir de la 8K, ça n'a strictement aucun intérêt. Personne n'a d'écran 8K, tout le monde s'en fout. Donc, la PlayStation 5 fait déjà l'upscaling à outrance pour tenir le framerate dans les jeux les plus lourds. Donc, c'est pas complètement clair à quel point la PS5 Pro va trouver un argument de vente massu, mais bon, écoute, je ne sais pas. Après, ce serait pas le seul truc que Sony a du mal à vendre, puisque bon, il y a le PSVR 2 aussi, puisqu'on est dans PlayStation. Une toute petite news pour dire que, après avoir produit 2 millions d'unités de son casque de réalité virtuelle, Bloomberg rapporte que Sony a décidé de suspendre la production, va arrêter les frais, parce que déjà, il faut écouler le stock. Parce que les stocks, manifestement, ils se vendent pas trop, quoi. Donc oui, c'est un énorme scoop, le PSVR 2 ne se vend pas. Vous y croyez, ça? Comment donc? La stupéfaction m'envahit, on ne l'avait pas vu venir, puis-je? C'est Qui l'eût dommage, cru? d'ailleurs, hein, c'est un bon casque, hein, mais bon. Faut le Alors, soutenir. j'ai échangé avec un proche qui est un fan absolu et qui s'était équipé et qui, lui, soutient le fait que le catalogue est complètement satisfaisant pour le PSVR 2. Moi, j'avoue qu'à ce stade, vu le prix, il ne m'attire pas plus que ça. Pourtant, je serais typiquement dans la cible. Tu vois, j'ai la chance d'avoir une PS5, je pourrais goûter à la VR grâce à ça, mais le catalogue ne me paraît pas à la hauteur compte tenu du prix. Après, les rumeurs semblent aller vers, peut-être, hein, on peut s'imaginer, des réductions, des promos, Guillaume, Mais va ça serait savoir. pas mal. Ce serait pas dégueulasse. Et puis, un dernier mot, côté Epic, hein, avec toujours des affaires un peu judiciaires, d'ailleurs. On va terminer avec Epic qui change les tarifs de son moteur Unreal Engine, d'ailleurs pour les professionnels de la télé, du ciné, de l'événementiel, hein, principalement, pas pour les devs de jeux vidéo. En avril, les versions 5.4 du moteur arrivent avec une nouvelle souscription annuelle de 1850$ par an et par tête pour les activités commerciales non vidéoludiques. Comme pour les devs de jeux, par contre, seuls seront concernés ceux qui font au moins 1 million de recettes par an. Donc, et puis les étudiants, les enseignants, les bidouilleurs, aucun souci à se faire, il n'y a pas de problème. La souscription d'ailleurs inclut
l'accès à d'autres outils de photogrammétrie et de motion capture, et les devs de jeux, eux, continueront à payer 5% de royalties s'il faut plus de millions. Alors c'est assez étrange cette décision d'ailleurs de passer d'un modèle de royalty à une souscription, je suppose que c'est plus rentable, pourtant, bon, je sais pas. Mais bon, ils ont dû faire leur compte parce que Tim Sweeney, de toute façon, il fait ses comptes depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il râle contre les commissions des App Store, celui d'Apple bien sûr, mais pas seulement, il y a des emails révélés lors d'un procès sur une vieille affaire de 2022 qui montre qu'il a aussi pesté contre Steam, et qu'il était déjà ulcéré contre la commission de 30% de Steam qu'il trouvait totalement disproportionnée. Et il dit un truc marrant, qui est peut-être vrai, mais que je ne peux pas confirmer, il dit que si on soustrait les 25 jeux les plus populaires de Steam, je parie que Valve a fait plus de bénéfices sur la plupart des 1000 jeux suivants que les développeurs eux-mêmes en ont fait. D'ailleurs, il dit aussi que... Je t'ai pas suivi. Je suis navré. Attends, j'ai pas suivi Tim Sweeney là-dessus. Tu peux me la refaire? Valve a fait plus de bénéfices sur les jeux que les développeurs eux-mêmes, avec les 30%. D'accord. Okay. Alors pourquoi il dit ça? Parce que Valve prend 30% pour la distribution. Et en plus, si tu veux, les devs, ils doivent dépenser aussi 30% pour Facebook, Google, Twitter pour du marketing, quoi, ou dans du marketing traditionnel. Alors ensuite, ils ont aussi les frais de serveur, ils ont 5% pour le moteur, puisque voilà, on part du principe que tu payes 5% à Epic. Et donc, du coup, ça s'additionne, et finalement, le système prend 64%, il reste 25% pour la création du jeu. Et donc, il dit, du coup, ça fait moins que les 30% que Steam prend. Tu vois, ce genre de truc. Bon, en 2018 déjà, on pouvait deviner que dans ces mails, aussi l'envie de lancer l'Epic Game Store et la charge contre Apple. Et d'ailleurs, il s'emporte à un moment, et il leur dit... Pour l'instant, bande de trouducs, je cite, vous dites au monde que les forts et les puissants bénéficient de conditions spéciales alors que les petits doivent se manger 30%. Nous allons tous au-devant d'une longue bataille si Apple tente de conserver son monopole et ses 30% en concluant des accords en sous-main avec les grands éditeurs. Pourquoi ne pas accorder un meilleur traitement à tous les développeurs? Quel meilleur moyen a-t-il de convaincre rapidement Apple que son modèle est désormais intenable? Un cri du cœur auquel Scott Lynch, le CEO de Valve, a simplement répondu « Mais t'es malade, mec ?» Bon, Tim, il doit se sentir seul, des fois. C'est beau, ça rend les combats plus nobles, tu vois, quand t'es seul à affronter l'adversité, quelque part. Merci Guillaume pour cette sélection de l'actu tech de cette semaine, avec ton regard éclairé. On a encore la tête dans les étoiles et on commence à craindre l'arrivée prochaine des robots, mais on aura encore quelques semaines, je pense, de Tech Café pour en parler avant d'être définitivement envahi. Merci beaucoup à vous qui nous soutenez semaine après semaine, qui êtes présents pour écouter Tech Café et qui nous faites vos retours. C'est hyper précieux, hein, vous l'avez vu en intro, on a toujours cette petite rubrique dans laquelle on veille à réagir à vos remarques. Donc n'hésitez pas aussi à prendre part au dialogue sur le serveur Discord, c'est tout à fait possible, techcafé.fr/Discord, dans les commentaires sur techcafé.fr ou sur les réseaux sociaux. On sera évidemment ravis de prendre connaissance de vos retours. Et puis Guillaume, c'est assez fou, mais on va pouvoir te retrouver quelque part avant que tu ne prennes un billet pour aller habiter sur Mars, surtout si on a trouvé une solution pour nous protéger des rayonnements les plus virulents. Mais en attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume ? Écoute, tout ça m'a donné envie de tester God Simulator, parce que franchement, être une chèvre sans souci et mettre le bordel partout non-stop, c'est peut-être une idée du paradis, non ? Ah, quelque part, ouais. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que d'être un chat ? Tu vois, je sais pas, je me pose encore la question. En tout cas, il y a God Simulator, effectivement. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux notamment, et puis j'insiste, comme je le disais en intro, si jamais cet épisode vous a apporté une info sourcée, intéressante et qui vous a été mise à disposition dans un format pour lequel vous ne trouvez pas trop d'équivalent, format podcast en audio comme ça avec un ton assez convivial, on compte évidemment sur vous, patreon.com/techcafé pour envisager un soutien et profiter en échange du flux du podcast sans la pub. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.